Le Rassemblement national sont-ils des genres de nazis ? Je ne sais pas ce que c'est que La question est posée, en vérité c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on va parler, encore une fois, c'est un de mes sujets de spécialité, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Déjà à l'époque, quand j'étais youtubeur et pas streamer, j'avais fait un essai vidéo sur Bardella où je parlais précisément de ces sujets-là, l'arrière-cuisine du Rassemblement national. C'est souvent le terme qu'on utilise, d'ailleurs c'est le terme qui a été utilisé par Mediapart dans cette enquête qui va dans les arrière-cuisines, cette fois-ci d'Alain Soral et de toute cette organisation, l'organisation d'Alain Soral, qui sont des espèces de négationnistes complètement zinzin. Il y a tout un article qui est sorti sur les liens qui a pu y avoir entre Égalité et Réconciliation, le parti quasiment nazi, enfin c'est pas un parti, l'organisation quasiment nazie de Alain Soral, et des gens qui travaillent actuellement au Rassemblement national, et notamment le directeur de cabinet, donc un peu le bras droit de Jordan Bardella, qui est littéralement passé par Égalité et Réconciliation. C'est pas il a regardé 2-3 vidéos de Soral quand il était jeune, non, il est passé chez Égalité et Réconciliation, qui sont encore une fois quasiment des nazis. À l'époque, Alain Soral avait fait une vidéo pour dire oui, je suis national-socialiste. Sous-entendu, le national-socialisme de Adolf Hitler. Il avait fait cette vidéo-là, on peut encore la trouver. Voilà. Donc tous ces liens-là, entre l'arrière-cuisine du RN et des mouvements, parfois le GUD, là c'est égalité-réconciliation, des mouvements proches du néonazisme ou du néofascisme, ce genre de choses, c'est documenté, souvent par Mediapart, et il y a toujours des nouveaux trucs qui tombent. Moi, ça fait des années que je m'intéresse à ces sujets-là. Tous les 2 mois, il y a un nouvel article qui tombe pour dire regardez, encore un lien entre un mec ultra bizarre à moitié nazi et des gens qui travaillent actuellement au RN, quoi. Voilà. Mais Soral n'est pas d'extrême gauche à la base, pas vraiment, mais c'est ce qu'on appelle un rouge-brun, Soral. Et je vais expliquer un peu tout ça, l'idéologie d'égalité et réconciliation d'Alain Soral. On va le faire en lisant tout cet article qui est un peu long, quand même, et dont on va parler, histoire de parler de ça. Voilà. Mais on va lire un autre article aussi qui sera un peu lié à celui-là, de Mediapart aussi, qui est un peu dans le même dossier, qui est sorti le lendemain, je crois, 2 jours après. Municipal 2026, le RN réinvestit ses brebis galeuses. Donc souvenez-vous, c'était en 2024 pour les législatives anticipées suite à la dissolution d'Emmanuel Macron. On a retrouvé plein de candidats aux législatives du RN qui étaient genre vraiment des espèces de zinzins racistes, antisémites, complotistes, pro-russes, de je sais pas quoi. Voilà. Pourquoi quasiment des nazis ? Alors, moi, c'est mon côté un peu zététicien. Moi, je dis néo-nazi et nazi, c'est pas, j'utilise le terme néo-nazi d'une manière différenciée de nazi. Voilà. Il y a des mouvements qui sont officiellement des mouvements néo-nazis. Et quand tu regardes très concrètement l'idéologie d'égalité et réconciliation, c'est pas vraiment des néo-nazis au sens propre. Mais c'est des apologistes du nazisme, par ailleurs. Mais c'est pas des néo-nazis au sens propre. Il y a des vrais groupuscules néo-nazis, historiquement, qui ont existé. C'est pas tout à fait le cas d'égalité et réconciliation. Si on veut expliquer ça dans le détail, c'est un type de nazi particulier, mais c'est pas des néo-nazis à proprement parler, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais dans tous les cas, je vais l'appeler Adolf Hitler, Alain Soral a déjà dit plusieurs fois son admiration pour le régime d'Hitler, premier degré. Premier degré, il l'a vraiment fait. Il y a une photo de lui où il boit dans une tasse de la Waffen-SS. Voilà. Il est interdit de séjour en France quasiment. Hein. S'il se fait choper à Paris, il va finir en tôle, quoi. Bref. Mais c'est pas un néo-nazi à proprement parler non plus, je trouve, dans la classification, quoi. Voilà. Il est pas néo-nazi, il est juste national et socialiste, quoi. Non, plutôt que c'est un espèce de rouge-brun. Et moi, j'aimerais parler aussi de ce que c'est qu'être un rouge-brun et pourquoi les rouges-bruns sont des fascistes et sont pas des communistes, alors qu'ils disent qu'ils jouent un peu sur les 2 terrains, quoi. Voilà. Donc je trouve qu'il y a des manières plus précises de décrire égalité et réconciliation que simplement nazi. Mais c'est proche des nazis, voilà. Et c'est plus nazi que néo-nazi d'ailleurs, t'as raison, Shadoko. Enfin bref, voilà. C'était juste histoire d'essayer d'être le plus précis possible. Et donc on va lire tout ça, quoi. On va lire tout ça. Voilà. Donc c'est parti, je vous propose de commencer sans plus attendre parce qu'il y a 2 articles à lire et ça va être un petit peu long. Ah, ok, F11. Dans les arrière-cuisines d'Alain Soral, des bataillons de négationnistes et le directeur de cabinet de Bardella. Mediapart a pu consulter des documents internes du mouvement d'extrême droite Égalité et Réconciliation, donc c'est le mouvement de Soral. Parmi ces éléments, la liste des membres passés par les rangs de l'organisation de l'idéologue antisémite. Elle fait notamment apparaître le bras droit de l'actuel président du Rassemblement national, ainsi qu'un député RN actuellement. Si je dis pas de bêtises, ils vont le lire dans l'article, mais je crois que le député RN qui est passé par Égalité et Réconciliation, comme par hasard, c'est celui qui tenait une librairie négationniste et antisémite dans le sud de la France. Je sais plus où exactement, dans le sud-est. Il avait une librairie, alors c'était une librairie d'extrême droite, vraiment classée dans la droite nationaliste, etc. Et il vendait des ouvrages négationnistes. Il vendrait des ouvrages antisémites standards, quoi. Vraiment des trucs proches du nazisme. C'était peut-être pas le seul truc qu'il vendait dans sa librairie, mais tu vends pas des bouquins négationnistes et nazis dans ta librairie. Voilà. C'est Bocaletti, merci, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ou Bocaletti, je sais pas comment on le dit.
Il est toujours député, le Boug. Tout à fait, il est toujours député. Voilà. Donc on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Et en plus, c'est parfait parce que ça pourra faire le lien avec notre sujet suivant sur l'attentat de Ciné et toute la récupération politique des gens qui disent regardez, tout ça, les antisémites, c'est la faute de LFI. Alors que en fait, c'est un truc lié à Daesh. Et que si on veut vraiment aller chercher des origines antisémites à des politiciens, bah parlons du RN. Non? Pourquoi Aurore Berger ne parle pas du RN? Bizarre. Est-ce que tout ça, c'est de l'instrumentalisation? Est-ce que tout ça se fait au prix de la vraie lutte contre l'antisémitisme? La réponse est oui, mais bon, on en parlera après. Là, déjà, on va se contenter de lire l'article. Ça sera déjà bien, et je vais essayer d'expliquer un peu aussi ce que je sais, moi, tout ça, sur Alain Soral, égalité et réconciliation. Sachant que je connais assez bien le sujet, en réalité. Ça va. Ok. Ils ont beau n'avoir que la trentaine et vouloir lisser l'image d'un parti d'extrême droite qui prétend s'être débarrassé de son embarrassant passé, les représentants de la nouvelle génération du RN n'en finissent pas d'être rattrapés par leurs incointances extrémistes. Mediapart a eu connaissance d'une fuite de documents issus d'égalité et réconciliation, donc on dit EER, sinon on va dire égalité et réconciliation, qui met en évidence des liens nouveaux entre les cadres du RN et l'organisation d'Alain Soral, militant raciste et négationniste, multicondamné. Sa liste de condamnation, c'est abusé, il ne peut plus mettre les pieds en France. Là, il est en Suisse, je crois, actuellement, il ne peut plus mettre les pieds en France. Il est recherché par la police en France. Pour apologie de crimes contre l'humanité, négationnisme, incitation à la haine raciale. Il a limite participé à radicaliser des gens qui ont voulu faire des attentats antisémites, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment... Alain Soral est un immense nazi, pour le coup. Enfin, alors, voilà. De tout à l'heure, je parlais avec Shadoko, pourquoi j'ai pas dit nazi précisément, mais bon, voilà. Dire ce gars-là, c'est un immense nazi, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Mais après, on peut décrire encore plus précisément que ça ce que c'est qu'est l'égalité et réconciliation et son idéologie. Oui, il est en Suisse, hein. Il est suisse de base, enfin, il est franco-suisse de base. Soral, c'est même pas c'est pas son nom de famille entier. Il s'appelle Machin de Bonnet, normalement. Voilà, mais il est franco-suisse. Voilà. Des nazis, je déteste ces types. Oui, tout à fait. Le vernis de respectabilité, entre guillemets, du parti de Marine Le Pen craque donc une nouvelle fois quelques semaines après la polémique née du dîner du maire de Fréjus, David Rachlin, avec un militant néo-nazi et ancien chef du GUD, le groupe Union Défense, Frédéric Chatillon, et quelques jours après les révélations portant sur la présence du même Chatillon dans les campagnes électorales de Jordan Bardella. Donc en ce moment, il y a plein d'infos qui ressortent par rapport à tout ça. Il y a plein d'infos qui ressortent par rapport à tout ça. Et voilà quoi. Donc il y a le truc avec David Rachlin qui a littéralement dîné avec des néo-nazis. Donc il y avait Frédéric Chatillon, l'ancien beau-père de Bardella d'ailleurs, dont j'ai parlé souvent, président du GUD. Mais il y avait un autre gars qui lui a des tatouages du Troisième Reich sur ses bras, quoi. Donc c'est d'authentiques néo-nazis pour le coup qui avaient à ce dîner. Avec le maire de Fréjus qui s'est fait à moitié jarter du RN parce que ça la foutait trop mal. Mais ça fait très longtemps qu'il est au Rassemblement National, David Rachlin. Ça fait des années qu'il y est. C'était un des premiers maires RN de France, quoi. Donc je veux dire, c'est pas un mec qui débarquait de nulle part, c'était pas une brebis galeuse, c'était un mec vraiment assez central au sein du RN. Et du coup, ils sont obligés de l'écarter comme ça parce que ça la fout trop mal, quoi. Ça la fout trop mal, mais ils ont beau tenter d'écarter tous ces gens-là, ça finit par revenir à chaque fois parce qu'ils ont trop de liens. Ils ont trop de liens avec les milieux de l'extrême droite, antisémites, négationnistes, néo-nazis et compagnie. Historiquement, ils ont juste trop de liens, donc ils ont beau essayer de le camoufler le truc et virer un max de gens, ça finit toujours par leur revenir dans la gueule, à raison, c'est parce que c'est leurs origines, littéralement. Et bon, Jean-Marie Le Pen, voilà, on sait tous très bien ce qu'il a pu dire sur les camps de concentration, etc. Voilà. Et Bardella lui-même, quand il était plus jeune, il a pris une photo avec Jean-Marie Le Pen, tout sourire, il était bien content, et à la mort de Jean-Marie Le Pen, on lui a demandé est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite, il a dit « Je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite ». Et au final, le RN lui a dit non mais gros, tu peux pas dire ça, on passe pour des couillons, c'est pas possible de le nier. Et donc après, il a moitié revenu là-dessus. Voilà, il en a tellement quelque chose à foutre du sujet de l'antisémitisme, Bardella, qu'à la base, quand on lui a demandé est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite, il a dit je ne pense pas. Jean-Marie Le Pen qui faisait des blagues sur les camps de concentration, et Jean-Marie Le Pen qui disait mais bien sûr que les races existent, c'est évident. Vous pensez qu'il n'y a pas de race juive. Voilà. Ce Jean-Marie Le Pen là, défendu par Bardella, qui se présente comme le bouclier des juifs de France et du monde entier face à l'antisémitisme de LFI. On vient de sortir un Reels Insta là-dessus qui en parle, mais enfin, ça va être un peu. On va beaucoup parler de ça du coup aujourd'hui. C'est un peu le sujet de ce live principal. Parce que moi, je n'en peux plus. J'ai envie d'insulter tout le monde. Il faut commencer à insulter tout le monde, je pense, parce que là, c'est indigne. C'est indigne. Voilà. Oui, il avait dit Monsieur Durafour crématoire, ce genre de blague, quoi. Hein. Négationniste. C'est un négationniste. Ok. Parmi les données internes que Mediapart a consultées figure la liste des membres passés par les rangs du mouvement Égalité et Réconciliation, qui revendiquait 13 000 adhérents à son pic d'activité autour des années 2010. Il y a eu un immense downfall d'Égalité et Réconciliation. Ils ont plus du tout le vent en poupe, à force d'être aussi outranciers et ouvertement antisémites. Et à un moment donné, ils ont fini par être un peu en perte de vitesse, en parallèle de la dédiabolisation du RN, par ailleurs. On peut voir que Égalité et Réconciliation a commencé à perdre en buzz d'un même mouvement quasiment où le RN a commencé à grimper avec la stratégie de dédiabolisation. Attends, de quoi? Ça passe quoi là?
La gauche disait pareil il y a 100 ans. De quoi? Comment ça? La gauche était antisémite il y a 100 ans? Ouais, un peu. Un peu plus de 100 ans, il y a 120 ans. 125 ans. Il y a 130 ans, ouais, il y avait des trucs au niveau de la gauche, ils étaient aussi antisémites. Mais c'était avant le nazisme et compagnie. Mais oui, la gauche n'a pas été toujours parfaite sur ces sujets-là. Mais on parle de ça, c'était il y a longtemps. Et notamment, il suffit de regarder l'affaire Dreyfus. Il y a une partie de la gauche française, au moment de l'affaire Dreyfus, qui n'a pas voulu prendre la défense de Dreyfus et qui a dit des trucs littéralement antisémites sur Dreyfus. Évidemment. Même Jean Jaurès, avant de devenir Dreyfusard, avant de se convertir au socialisme aussi, etc. Tu regardes les tout premiers trucs qu'a pu dire un mec comme Jean Jaurès, qui est pourtant une figure acceptée de tous, en France, quoi, récupérée par tout le monde. Il n'y a pas une personne qui se réclame un peu d'être républicain en France qui ne se réclame pas, qui rejette la figure de Jaurès, quoi. Voilà. Et donc même Jaurès, à la toute base, au début de l'affaire Dreyfus, il a dit des trucs antisémites. Et après, il a changé d'avis. Il a dit une phrase qui est magnifique, en parlant au reste de sa gauche, certains qui ne voulaient pas prendre la défense de Dreyfus, parce que Dreyfus était un général de l'armée bourgeoise. Il y a des gens qui étaient en mode, ce gars-là n'est pas un camarade, on va pas défendre un général de l'armée bourgeoise. Et Jean Jaurès, il avait écrit tout un texte pour dire, c'est pas en tant que général qu'il a été attaqué, c'est en tant que juif. Donc au bout d'un moment, il faut prendre sa défense, parce que c'est en tant que juif qu'il a attaqué, qu'il soit général ou n'importe quoi d'autre, ça ne change rien. Il a dit une phrase que je trouve super belle en disant, notre socialisme ne doit pas nous tenir en dehors de l'humanité. Très belle phrase, très belle phrase. Voilà. Une partie de la droite aussi a défendu Dreyfus. Ouais, non, mais c'était un beau bordel. Effectivement, toute la droite française n'a pas été anti-Dreyfusarde. Il y a des gens de gauche qui étaient anti-Dreyfusards. Mais quand on regarde un peu comment le débat s'est structuré, etc., force est de constater que l'antisémitisme et l'anti-dreyfusardisme qui a été structurant dans les décennies qui ont suivi l'affaire Dreyfus, c'est à droite et à l'extrême droite, dans la droite nationaliste, que ça a pris effet, quoi. Voilà. Toutes les ligues d'extrême droite des années 30, etc., qui ont tenté à moitié de faire un coup d'État en 1934, il y avait une des ligues. Il y avait la Ligue patriotique, il y avait les Croix de Feu, machin. Il y avait une des ligues, elle s'appelait la Ligue antisémitique de Drummond. C'était la droite nationaliste, c'était pas la gauche, quoi. Mais bon, bref, peu importe. Mais effectivement, quand on regarde, enfin pas peu importe, mais quand on regarde l'histoire de l'antisémitisme en France sur le temps long, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer de ne jamais avoir eu d'antisémite dans leur rang. Mais là, on parle de truc, c'était il y a 130 ans, l'affaire Dreyfus. Voilà. Égalité et réconciliation, là, le bras droit le directeur de cabinet, le bras droit de Jordan Bardella, il était il y a 10 ans à égalité et réconciliation. Là, je vous parle de Jaurès qui, avant de devenir Dreyfusard, était un peu antisémite bizarre. Enfin, était antisémite il y a 130 ans. Donc, quand même, il y a un truc au niveau de l'échelle du temps où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. 5 minutes, quoi. Voilà. Bon, bref. Où est-ce que j'en étais? Oui. 13 000 adhérents au pic d'activité autour des années 2010 et n'en comporte aujourd'hui que quelques centaines. Cette liste fait notamment apparaître le nom d'un certain François Paradol. Ce dernier n'est autre que le directeur de cabinet de Jordan Bardella à la tête du parti. Donc le cabinet d'un homme politique, alors c'est le cas pour les ministres, le président, etc. Le cabinet, c'est en gros toute l'équipe qui bosse pour la personne. Et donc le directeur de cabinet, c'est vraiment le bras droit d'un homme politique, quoi. Et typiquement, le cabinet du président de la République, on appelle ça le secrétariat de l'Élysée. Et donc le premier secrétaire de l'Élysée, c'est vraiment le bras droit du président, par exemple. Voilà. Donc c'est un rôle extrêmement important, directeur de cabinet. C'est ton homme de confiance, ton directeur de cabinet. C'est le numéro 2 quasiment. Et ben il était chez Égalité et Réconciliation, encarté dans Égalité et Réconciliation. Encore une fois, c'est pas il a maté 2-3 vidéos de Soral par curiosité ou de je ne sais quoi. Il était chez Égalité et Réconciliation il y a une dizaine d'années. Voilà. Rien d'autre à dire. Enfin si, maintenant il faut expliquer ce que c'était qu'Égalité et Réconciliation, et ils le font un petit peu dans l'article. Et expliquer aussi les liens qu'il y a eu historiquement entre Alain Soral et le Front National. Alain Soral était au conseil central, au comité central du Front National, ça s'appelait à l'époque jusqu'en 2009. C'était il y a 15 ans. Voilà. Il serait bon de le rappeler aussi. Il serait bon de le rappeler aussi. Secrétariat et cabinet, c'est pas pareil à l'Élysée? C'est pas le cabinet de Macron? Il n'a pas de cabinet, Macron, à ce moment-là. Pour moi, dire le directeur de cabinet de Macron, en vérité, il n'a pas de directeur de cabinet, c'est l'équivalent de son directeur de cabinet, c'est le premier secrétaire de l'Élysée. Non? Voilà. Mais c'est vrai que François Paradol, c'est vrai que c'est un nom de médicament. Bon, bref. Aujourd'hui, âgé de 38 ans, François Paradol est présenté comme, je cite, l'homme de confiance du président du Rassemblement national. Depuis leur rencontre au cours des réunions du Front National de la Jeunesse à Paris, en 2012 ou 2013. Ah non, c'est la fin de la phrase, en 2012 ou 2013. Ok. Donc 2012-2013, encore une fois, en 2012, il a rencontré Bardella, etc. 3 ans plus tôt, 3 ans, c'est pas beaucoup 3 ans. 3 ans plus tôt, il y avait encore Alain Soral au comité central du FN. Au moment donné où ce mec-là, François Paradol, a rencontré Jordan Bardella. Et donc le moment où il a rencontré Jordan Bardella et qu'ils ont commencé à se lier l'un à l'autre, François Paradol, soit il était encore chez Égalité et Réconciliation, ou alors il en sortait tout juste. Il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça.
Il serait bien de le rappeler tout ça, parce que c'est quand même une dinguerie quand il pense. Quand tu sais ce que c'est que Alain Soral à Égalité et Réconciliation, c'est une folie de se dire que ces gens-là qui se présentent comme les défenseurs des Juifs face à la haine antisémite et anti-Israël de je sais pas quoi, quand tu vois leurs origines, il y a une quinzaine d'années, et que c'était déjà Jordan Bardella 2-3 ans après que ce mec-là était avec Alain Soral, quoi. Enfin, c'est de la folie, quoi. Vraiment. Alors implanté dans le Val-de-Marne après sa sortie d'une école de commerce à Lille, les écoles de commerce, if I speak, il avait pris le jeune Bardella sous son aile, avec d'autres militants qui forment aujourd'hui la garde rapprochée du leader d'extrême droite. Retrace l'ouvrage L'extrême droite nouvelle génération de Marie-Lou Magal et Nicolas Massol. Nicolas Massol, j'en parle régulièrement sur ce live. Il est journaliste chez Libération et c'est vraiment c'est un des monsieur extrême droite de Libération. Il y a le duo Maxime Massé et Pierre Plotu qui écrit beaucoup d'articles, qui fait des enquêtes super pour Libé. Encore une fois, s'il y en a qui détestaient Libé pour leur traitement de la gauche française ou d'autres raisons, je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a un truc où Libé ils sont carrés. Je le dis tout le temps pareil, mais c'est pas grave. Il y a un truc où Libé ils sont vraiment carrés, c'est sur leur traitement de l'extrême droite. Ils ont vraiment plusieurs journalistes d'investigation qui bossent uniquement sur l'extrême droite française. Et là-dessus, ils font du très bon boulot. Rien à dire par rapport à ça. Voilà. Et donc Nicolas Massol, c'est un des mecs qui bosse pour Libération sur précisément l'extrême droite. Il est vraiment super, Nicolas Massol. Voilà. Soral dit aussi avoir été au PCF et s'être fait virer avant le RN, mais ça sent le mytho. Alors. Il n'y a pas de traces très formelles de lui qui était en lien avec des cadres du du PCF, pardon. Peut-être qu'il a été encarté au PCF dans sa jeunesse. C'est pas impossible. Mais en tout cas, quand tu regardes très concrètement les liens documentés qu'il a eu avec le Front National, il était conseiller au Front National et il était au comité central, je crois que c'est ça le nom, au comité central du FN. Il n'y a aucun équivalent avec des liens qu'il aurait pu avoir avec le PCF. Peut-être qu'il a été encarté dans les années 80 au PCF. C'est pas impossible. De toute façon, il y a un truc, c'est que c'est justement un rouge-brun, Alain Soral. Et pour comprendre son idéologie, il faut comprendre ce que c'est qu'être un rouge-brun. Les rouges-bruns, c'est des fachos, c'est des fascistes, c'est des gens d'extrême droite, mais qui sont en mode genre « Ah oui, mais la lutte des classes, on est du côté du peuple, dans la lutte des classes, et on est contre la bourgeoisie, nous on aime bien Marx. » Mais en vérité, tout ça, c'est du mytho. C'est du putain de mytho. Et les rouges-bruns, les vrais rouges-bruns, ceux qui sont en mode on essaye d'être fasciste et marxiste en même temps, ils finissent toujours. Le fascisme l'emporte toujours sur le reste. C'est mettre du vernis pseudo-communiste sur une idéologie fondamentalement d'extrême droite et fasciste, quoi. Voilà, c'est plus confusionniste. C'est une forme de confusionnisme d'être rouge-brun. Il fait genre d'être un rouge-brun. Non, c'est un rouge-brun, mais être un rouge-brun, c'est une forme de confusionnisme. Parce que tu ne peux pas être fasciste et marxiste en même temps. Ça n'existe pas, c'est impossible. Tu ne peux pas être les deux en même temps. C'est deux idéologies que tout oppose historiquement et que idéologiquement, il y a trop de différences. Tu peux pas joindre ces deux bouts-là. Donc les gens qui se disent rouge-brun, c'est pas qu'ils sont authentiquement un peu communistes, un peu nationalistes. Non, c'est qu'ils sont rouge-brun précisément. C'est une autre forme d'extrême droite fasciste, quoi. Voilà. Et c'est confusionniste du coup le fait d'être rouge-brun. Voilà. Alors après, quand je parle des rouges-bruns, il y a tout un spectre, on va dire, dans les rouges-bruns. Il y en a certains, par exemple, qui disent que des partis comme le PRCF ou ça, c'est des rouges-bruns. Attention aux mots qu'on utilise. Les vrais rouges-bruns, ce sont des fascistes. Le PRCF, c'est des communistes un peu, ils aiment bien le drapeau français, ils ont un côté un peu machin bidule que moi je n'aime pas, le PRCF, mais c'est pas des rouges-bruns. C'est incomparable avec ce que c'est qu'égalité et réconciliation, pour le coup. Et on peut ne pas aimer le PRCF, moi c'est pas mon parti communiste préféré en France, le PRCF. Mais genre, ça n'a rien à voir avec égalité et réconciliation, qui eux sont vraiment des fascistes rouge-brun. Et pourquoi rouge-brun ? Parce qu'ils se mettent ce vernis-là, et typiquement le slogan d'égalité et réconciliation, c'est droite des valeurs et gauche du travail. Sous-entendu, on est de droite sur l'immigration, le nationalisme, etc. Mais sur le travail, on se réclame de la lutte des classes. Sauf qu'ils se réclament de rien du tout. C'est des bouffons. Ils ont toujours un espèce de token pseudo-marxiste, comme genre, et moi je suis spécialiste de Marx et deux choses. Déjà, Marx lui-même n'était pas marxiste, donc les communistes ça dégage. Et deuxièmement, je ne parle de Marx uniquement pour parler de la marchandisation et de la GPA et pour être contre la GPA. Et je ne parle jamais de Marx pour d'autres raisons. Voilà. Et donc ils avaient un monsieur marxiste, pseudo-marxiste chez Égalité et Réconciliation pendant longtemps qui s'appelait Francis Cousin. Et ce mec-là, c'est un faf. C'est un faf. C'est pas un communiste. C'est pas un marxiste. C'était leur caution communiste de merde, quoi. Voilà. Donc tout ça c'est que du vernis, tout ça c'est que de la merde. Mais si vous utilisez les mots rouge-brun pour qualifier des partis comme le PRCF, ou même j'ai vu des gens dire rouge-brun pour parler de Fabien Roussel, non, c'est social chauvin à ce moment-là, à la limite. Fabien Roussel, si vous voulez le critiquer en prenant ce genre de termes, à la limite on peut trouver d'autres termes, mais rouge-brun, non. Fabien Roussel, Aline Roussel, c'est pas rouge-brun, c'est pas ça. Les mots ont un sens. Rouge-brun, ce sont des fascistes. Voilà. Pour le coup, Égalité Réconciliation et Alain Soral, eux, ce sont de vrais rouge-bruns. C'est un rouge-brun et un nazi, parce que les deux vont ensemble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bref, on va continuer. Mais voilà, donc effectivement, il a pu passer peut-être par le PCF à l'origine, mais je veux dire, c'est très très lointain. Et de la même manière que pendant la collaboration, pendant le régime de Vichy, il y avait des gens qui étaient issus de la gauche d'il y a plusieurs années, et qui après n'étaient plus de gauche au moment de la collaboration. Donc voilà,
Il faut regarder l'idéologie à un moment que tu défends. Et son idéologie n'a rien à voir avec le communisme. Bref, allez, on continue. D'après la Tribune, François Paradol, donc le bras droit, le directeur de cabinet de Jordan Bardella, a notamment été chargé de structurer la stratégie de son patron sur les réseaux sociaux, assurant le lien avec la société e-politique, agence de communication dirigée par Paul-Alexandre Martin, qui était numéro 2 du Front National Jeunesse, quand Paradol et Bardella y militaient, et dont Mediapart a récemment révélé les amitiés néofascistes. Donc ça, on en a déjà pas mal parlé. De e-politique, avant, c'était une autre boîte qui s'appelait Riwal, je crois. Et c'est là-dedans que bosse justement le fameux Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, ami de Marine Le Pen, ancien beau-papa de Bardella, dont le FN essaye de se dépatouiller depuis des années, mais ils ont trop de liens avec eux, ils n'y arrivent pas, quoi. Et notamment des liens économiques par rapport à son agence de communication, etc., etc. Le directeur de cabinet de Bardella a lui-même travaillé pour e-politique avant d'intégrer les équipes du RN, comme l'a raconté Politico. Donc il fait partie un peu de cette fameuse GUD connexion, qui sont de base des gens vraiment dans les milieux néofascistes, mais qui sont là à faire semblant d'être des républicains gaullistes depuis 10 ans pour tenter de prendre le pouvoir. Et quand tu regardes la garde rapprochée de Bardella, d'où il vient à la base en interne au sein du RN, il vient de ces franges-là de l'extrême droite. Même lui, voilà. Sollicité sur sa présence dans les listings de membres de l'organisation d'Alain Soral, François Paradol parle d'un engagement datant de près de 15 ans. À une époque où, vous le rappellerez si votre article est honnête, Égalité et Réconciliation appelait à rejoindre le Front National et à soutenir Marine Le Pen, contextualise le directeur de cabinet de Jordan Bardella auprès de Mediapart. Bah oui, et alors ? Bah oui, effectivement. Non seulement toi, t'avais des liens directs avec Égalité et Réconciliation parce que t'étais encarté chez eux, mais en plus le Front National avait des liens directs avec l'intégralité du parti du Front National devenu Rassemblement National parce qu'ils appelaient à soutenir Marine Le Pen. Donc oui, merci de dire qu'effectivement, depuis le début, et c'est pas que toi, le RN et Marine Le Pen ont des liens avec des néo-nazis. Oui, bah merci, article net du coup, tout à fait. Il est complètement con celui-là ou quoi ? Merci Marapuldo. Merci beaucoup pour ton 7e mois d'abonnement. Merci. Bon, bah ok, ça me paraît clair du coup. On peut passer à la suite, non ? Ok, c'est confirmé, il y a bien des liens entre tout ça et c'était il y a que 15 ans quoi, il y a que 15 ans. Ça va, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait déjà Mélenchon qui faisait de la politique, etc. C'était déjà la méta actuelle. Hein. C'est ça le truc. Vous voyez, il y a 15 ans, c'était 2010. Putain, en 2010, voilà. Genre quand tu prends des casseroles qu'aurait la gauche, c'était quoi la gauche il y a 15 ans côté LFI ou je sais pas quoi ? Bah c'était déjà Mélenchon qui faisait le front de gauche avec le PCF, etc. C'est hier 2010, hein, pour le coup. C'est hier. Là on parlait de l'affaire Dreyfus tout à l'heure, c'était il y a 130 ans. C'est autre chose. Hein. Voilà. Bon à l'époque il était un peu plus islamophobe, certes, mais il n'avait pas de lien avec je sais pas quoi. Mais bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Si tu regardes un peu, si tu fais un état des lieux de la famille politique du Rassemblement National il y a 15 ans, et que tu fais un état des lieux de la famille politique de Jean-Luc Mélenchon et LFI il y a 15 ans, il y en a ils traînaient avec Alain Soral et des néo-nazis, les autres bah, ils étaient déjà en train de faire le front de gauche avec le PCF quoi. Donc je veux dire c'est sans commune mesure. C'est sans commune mesure. À échelle de temps égale quoi. Ok, allez. En effet, si Marine Le Pen ne dit plus mot de cette proximité, elle a entretenu par le passé les meilleures relations avec Alain Soral, avec qui elle a été filmée en train de chanter pendant un karaoké en 2006. Eh oui. Vous la regardez la vidéo ? Putain, les pixels. Quel enfer. Hein. Allez, à te dire, une famille virée, c'est pas plus facile. Et où Soral, je vois pas. Ah, mais ça dure 2 minutes 59, on va pas regarder cette horreur. C'est lui ? Avec un béret ? Non, c'est un vieux ça. Bon, peu importe, hein. Bon, on fait confiance à Mediapart pour ça. En même temps, qui n'a jamais fait un karaoké avec un nazi ? Si c'est lui, c'était lui avec le... Ok, bon, c'est un vieux chauve finalement. Ok. Ouais, le Lost Media. Ok, donc en tout cas en 2006, voilà. Mais c'est normal encore une fois parce que Alain Soral était au FN à ce moment-là et était dans les instances, était cadre au FN à ce moment-là. Donc évidemment qu'on retrouve des traces de sa proximité avec Marine Le Pen, ça paraît évident. Actif dans la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen en 2007, Alain Soral a aussi siégé pendant 2 ans au comité central du Front National entre 2007 et 2009. Voilà, c'est ce que je disais. En 2008, il participe avec d'autres militants d'égalité et réconciliation à une opération de tractage de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Donc c'est le fief de Marine Le Pen, électoralement en tout cas, c'est là où elle se fait réélire députée à chaque fois. Voilà. C'est aussi la circonscription et la ville de Marine Tondelier, figurez-vous. Voilà. Citation.
C'était le trublion du FN. C'est eux qui l'ont créé en le faisant passer du statut d'homme médiatique à celui de mouvement politique. Analysez les auteurs du Système Soral, Robin DiAngelo et Mathieu Mollard, au moment de la sortie de leur livre en 2015. Mathieu Mollard, vous le connaissez peut-être, c'est aussi un des journalistes en France qui travaille exclusivement ou quasiment sur l'extrême droite. Et Mathieu Mollard, il travaille chez Street Press. Donc c'est un des mecs un peu... C'est une des figures centrales des journalistes un peu centraux chez Street Press. Street Press qui font un travail de fou sur, pareil, l'extrême droite, la veille, sur différents groupuscules d'extrême droite, leur lien avec l'extrême droite institutionnelle, à comprendre le Rassemblement national, etc. etc. quoi. Donc voilà, là, tous les journalistes qui sont mentionnés depuis tout à l'heure, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, ils sont vraiment, vraiment super, ils font un travail de fou, quoi. Régulièrement invité à la télévision au début des années 2000, notamment sur les plateaux de Frédéric Tadei sur France 3, Alain Soral, qui se présente alors comme un transfuge du PCF, du Parti communiste français, et un essayiste érudit, développe une obsession des homosexuels, des femmes et des juifs. En 2003, dans l'émission Paris Dernière, il dénonce des risques de danger consubstantiels à la pratique gay. Des positions que partage alors la journaliste Caroline Parmentier, aujourd'hui députée RN, et intime de Marine Le Pen. Donc avant de se spécialiser à 100, à 10 000% dans le complotisme antisémite et dans le nazisme plus ou moins, il a commencé à faire son buzz et à faire son beurre, Alain Soral, sur le masculinisme en fait. Sur le masculinisme. Et lui, il disait vraiment des trucs en mode les femmes sont inférieures. Voilà. Les femmes sont inférieures physiquement et intellectuellement aux hommes. Et voilà, c'est en mode je mourrai sur cette colline. Super, super. Et l'homophobie et tout ce qui va avec, quoi. C'est aussi ça, égalité et réconciliation et Alain Soral, c'est vraiment un mélange entre masculinisme exacerbé et nazisme, quoi. Voilà. L'année suivante, dans un épisode de Complément d'enquête, diffusé le 20 septembre 2004, Alain Soral déclare ça fait quand même 2500 ans que chaque fois que les juifs mettent les pieds quelque part, ils se font dérouiller. Il faut se dire, c'est bizarre. Je l'ai pas du tout, Soral. Bon, ça allait là, je l'ai mieux fait là, non? Ce qui lui vaut d'être reconnu coupable en 2007 de diffamation raciale et incitation à la haine raciale. Donc ça, il disait ça en 2004. Ok? Il disait ça en 2004. 2 ans après, il faisait un karaoké avec Marine Le Pen. 3 ans après, il était au comité central du RN. Faut le savoir. Hein. Est-ce qu'on peut commencer à insulter leurs grands morts au RN ou pas? Est-ce qu'on peut commencer à pointer ça du doigt pour dire arrêtez, fermez vos gueules sur l'antisémitisme, vous n'avez aucune leçon à donner à personne, bande de sales fils de pute de nazis? On commence à avoir le droit ou pas là? Ça commence à bien faire. Pourquoi tout le monde s'en bat les couilles, y compris chez les macronistes et compagnie? Bizarre quand même. Comme s'ils en avaient absolument rien à branler de l'antisémitisme en réalité, que c'était juste une occasion pour taper sur la gauche. Ça donne un peu cette impression là quand même, j'ai l'impression. En 2009, tandis qu'il monte une liste anti-sioniste, je me souviens très très bien ça, je me souviens de cette affiche, je me souviens de cet épisode. À l'époque j'avais 15 ans du coup. Je m'en souviens, ça m'avait un peu choqué déjà à l'époque. En 2009, tandis qu'il monte une liste anti-sioniste entre guillemets aux européennes avec Dieudonné, qui vient de mettre à l'honneur le négationniste Robert Forisson dans un de ses spectacles, Alain Soral prend la défense de Bruno Gollnisch, toujours membre du Conseil national du RN à ce jour. En ce moment même, Bruno Gollnisch, c'est une des figures historiques du Rassemblement national, et c'est pas il a été purgé parce que trop nazi, il est encore au Conseil national en ce moment même. Voilà. Et donc il a été défendu par Alain Soral, qui avait pris sa défense en affirmant que le débat sur les chambres à gaz devait être libre. Voilà. C'était il y a 15 ans. Effectivement, c'était il y a 15 ans. Ça date un petit peu. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que Bruno Gollnisch est encore au comité central du RN? Tu as abordé les sujets style Raphaël Arnaud, le fichier S. Ah, mais mec, on est en train de parler de Bruno Gollnisch, encore au comité central du RN, qui fait du négationnisme, et tu viens me parler d'une fiche S qui n'ouvre à aucune condamnation. De quoi tu parles? Et Pierre-Alain Coutinho, le pédocriminel, qui a été jarté instantanément de la France Insoumise, qui n'a aucun lien avec la gauche whatsoever. T'as pas l'impression d'être une sale petite merde, de venir comme ça quand on parle d'un sujet un petit peu sérieux pour dire « Et quoi, bah la gauche, vous avez pas de casserole au cul ?» On est en train de parler de liens entre des néo-nazis et le premier parti de France, entre guillemets, actuellement. T'as pas l'impression d'être une immense salope quand tu fais ça. Désolé d'être vulgaire. Mais là, à un moment donné, je vais commencer à me vénère, quoi. Vous en avez absolument rien à branler du sujet de l'antisémitisme. Si quand on parle de sujets comme ça, vous arrivez et vous dites « Eh ben, Raphaël Arnaud, il est fichier S. » Non mais wesh, t'as pas honte? T'as pas honte? Regarde-toi dans la glace, réfléchis 5 minutes à ce que t'es en train de faire. Au moment où je dis que Bruno Gollnisch, actuellement encore au Rassemblement national, affirmait que le débat sur les chambres à gaz devait être libre. Allô? Je vais essayer de pas m'énerver, de pas trop insulter là, mais genre vraiment ça commence à être compliqué alors. Vraiment, mais vous vous rendez compte à quel point vous êtes des merdes humaines quand vous faites ça? Le manque de respect. Vous êtes là en mode genre, vous êtes des antisémites, de toute manière c'est vous les vrais antisémites.
Vous savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous n'avez aucune idée. Vous avez commencé à vous intéresser au sujet de l'antisémitisme le jour où il y avait moyen de taper sur la gauche en instrumentalisant tout ça. À côté de ça, vous venez parler à des gens qui sont littéralement descendants de juifs déportés pour vous les traiter de nazis. Mais tu es au courant que dans la vraie vie, tu dis ça face à une assemblée de gens à peu près normaux, tu te fais insulter de toutes parts comme étant vraiment une merde humaine, quoi. Non mais ça va, quoi. Ah, c'est dur de garder son calme quand on parle de ces sujets-là. Surtout que là, on parle de trucs qui sont des liens avérés entre des milieux nazis, des milieux néo-nazis, des milieux négationnistes et le RN. Un peu de respect pour ce sujet. Si vous présentez vraiment comme les défenseurs des juifs de France face à l'antisémitisme rampant de quoi que ce soit, assumez, parlez du sujet de l'antisémitisme sérieusement. Et quand vous voyez un gars, même si vous le détestez parce que c'est un gauchiste, parler de liens comme ça, normalement, par respect pour le sujet de l'antisémitisme, vous devez à minima fermer vos grosses gueules, quoi. Bref, allez. C'est dur de garder son calme aujourd'hui, c'est que des sujets compliqués comme ça, et comme on est en front il y a plein de FDP qui vont venir, quoi. Bref. Je vais essayer de garder mon calme. Je sais pas s'il y a des modos là, mais n'hésitez pas à ban à vue les messages de cons comme ça, parce que après je m'énerve pour rien et ça rajoute rien au live en réalité. Bref. 2 ans plus tard, le patron d'égalité et réconciliation apparaît encore dans le giron du FN, alors qu'il se rend une nouvelle fois en Syrie avec ses partenaires de la Gut Connection. La Gut Connection, c'est Marine Turki de Mediapart qui a commencé un petit peu à parler de ça. Elle a écrit tout un bouquin là-dessus, elle a fait tout un tas d'enquêtes pour parler justement de toutes les connexions liées au GUD. Le GUD qui est un groupuscule à moitié fasciste qui se dit nationaliste révolutionnaire, des gens dont le RN essaie de se dépatouiller, mais il y a trop de connexions historiques entre les cadres du RN et le GUD. Le GUD qui a quasiment servi de formation de jeunesse pour beaucoup de cadres du Rassemblement national actuel. Voilà. Donc voilà, Alain Soral, du coup, il était avec tout un tas de gens du FN qu'on appelle la GUD Connection, qui sont aujourd'hui pour beaucoup des proches de Bardella, en Syrie, directement, pour soutenir le régime de Bachar al-Assad face au début de révolution qu'il y avait en Syrie. Avec leur ami Gudar, les Soraliens tentent au même moment de verser leur venin antisémite dans les manifestations pro-palestiniennes. 2 autres membres de la mouvance aux côtés de Frédéric Chatillon, Gilles Dazmaé et Philippe Péninck, qui ont aidé Soral à lancer Égalité et Réconciliation, apparaissent sans surprise dans les listings consultés par Mediapart. Voilà. Alain Soral est alors au sommet de son influence, notamment sur Internet, lorsqu'il met en ligne une nouvelle version du site d'Égalité et Réconciliation et publie en 2011 son livre Comprendre l'Empire. Donc c'est un best-seller, Comprendre l'Empire, qui s'écoule à plus de 60 000 exemplaires. Vraiment, c'était en tête de gondole à la Fnac, c'était un best-seller. Moi, j'avais lu des extraits, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'en ai parlé plusieurs fois. Moi, à l'époque, j'ai un pote qui s'est fait totalement graille le cerveau par d'abord Dieudonné, puis après Alain Soral. Il est passé de un peu gauchiste, anard, etc., à soralien. À la fin, il payait 20 balles par mois pour avoir les versions longues en exclusivité des vidéos d'Alain Soral sur son vieux canapé de merde, là. Et je l'ai vu petit à petit glisser comme ça, et il avait acheté Comprendre l'Empire, il l'avait lu, et à un moment, il m'a dit, tiens, je te le donne, lis-le, tu verras, c'est intéressant. Comprendre l'Empire, c'est écrit d'une façon très très simple. C'est des petits paragraphes, c'est assez facile à lire parce que c'est vraiment des tout petits chapitres qui s'enchaînent pour parler tout un sujet qui semble intéressant vu de loin. Ça parle de l'impérialisme américain, des liens entre les États-Unis et Israël, etc. Sauf que chaque fin de petits chapitres, systématiquement, ça finit de la même manière en disant voilà. Bon, si vous lisez un petit peu entre les lignes, vous comprenez de qui je parle quand je parle de communauté organisée. Wink. Donc sans dire directement, c'est les juifs qui tirent les ficelles. Il y a un dog whistle complotiste antisémite à la fin de chaque chapitre et c'est comme ça que c'est écrit. C'est comme ça que ça a écrit et c'était un best-seller quand il est sorti en 2011. Ça se vendait très très bien à la Fnac, quoi. Voilà. Moi j'ai des potes prolos qui sont bien fait happer par Dieudo et Soral. Alors ceux qui avaient l'âge de suivre la politique et tout ça à cette époque-là, qui avaient des potes qui traînaient sur internet ou des anciens fans de Dieudonné à l'époque où c'était juste un super humoriste, quoi, avant qu'il se barre totalement en couille. Je pense que je suis pas le seul à avoir vu des potes tomber là-dedans, quoi. Vraiment tomber là-dedans. Il y en a plein qui en sont revenus depuis. Il y en a qui c'est compliqué, quoi. Et moi j'ai perdu un de mes meilleurs amis à cause de ces conneries de soralisme. Vraiment, je le dis très clairement. J'ai perdu un de mes meilleurs amis à cause de ça. Donc c'est pour ça, moi c'est un sujet que je prends très très au sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a des espèces de petits connards d'extrême droite qui arrivent et qui font gna gna gna. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, fermez vos gueules. Un peu de dignité, un peu de respect. Là, on parle d'un sujet sérieux quand même, qui est le sujet de l'antisémitisme, un sujet d'actualité en plus. Il y a quand même une tuerie antisémite il y a 3 jours à Sydney, dont on parlera après. Alors, c'était certes pas des néo-nazis, mais c'était Daesh. Et Daesh sont plus proches des néo-nazis, on va l'expliquer après pourquoi, que de LFI, hein, typiquement. Vraiment. Bon, bref, on va expliquer après pourquoi. Dans notre deuxième sujet sur l'attentat de Sydney. Mais là, du coup, on va beaucoup parler de ces sujets-là. C'est un live un peu lourd, mais il faut. Bref. S'y ajoutent les quelques... Donc, aux 70 000 exemplaires de Comprendre l'Empire, s'ajoutent les quelques 15 000 exemplaires, tout de même, des Dialogues désaccordés, écrits avec le polémiste Éric Nolot. 2 ans plus tard, donc Éric Nolot, pareil, Éric Nolot, ce gros bouffon là, qui passe son temps à traiter LFI d'antisémite islamiste, etc. Il a écrit un bouquin avec Alain Soral 2 ans après que soit sorti Comprendre l'Empire. Donc Comprendre l'Empire, quand tu lis ça, faut vraiment se faire avoir par Soral
ou ne pas avoir trop de formation politique pour ne pas voir l'évidence de l'antisémitisme dans ce bouquin. C'est un bouquin antisémite, point à la ligne, Comprendre l'Empire. C'est évident. Tu le lis, t'es en mode genre, bah oui, c'est du complotisme antisémite de bas étage. Donc 2 ans après la sortie de ce bouquin, Eric Nolot estimait que c'était encore pertinent d'écrire des livres en duo avec Nolot. Allô. Et maintenant, il donne la leçon à tout le monde en étant sur des chaînes d'extrême droite, quoi. Sa librairie en ligne Contre-Culture avec des cas, donc ça c'est la librairie en ligne liée à Égalité et Réconciliation et à Alain Soral, lui permet d'engranger les revenus de ses ouvrages et produits dérivés. Dans sa réponse à Mediapart, François Paradol explique qu'il n'a, je cite, bien évidemment plus aucun contact depuis le début des années 2010 avec Égalité et Réconciliation, dont il évoque l'hostilité à l'égard du RN et les prétendues dérives du mouvement soralien. Alors c'est pas des dérives, hein, le mouvement soralien il est resté constant. Mais effectivement, avec la stratégie de dédiabolisation du RN, et là encore plus avec la stratégie de philosémitisme du RN, je te dis ce terme pas au hasard, Soral s'est désolidarisé de RN, et surtout le RN s'est désolidarisé de Soral, parce que c'est la stratégie de dédiabolisation, il essaye de gommer tous les liens historiques qu'ils ont eu avec les pires milieux d'extrême droite et nazis de France, quoi. Voilà. Et effectivement, Alain Soral, maintenant, il est en mode genre « Rendez-nous Jean-Marie Le Pen, Marine est une sioniste à la botte des Juifs !» Oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus antisémites, le RN ? Non, ça veut dire qu'ils ont changé leur fusil d'épaule sur la manière dont ils instrumentalisaient et essentialisaient une communauté entière pour arriver à leur fin politique, pour avancer leur agenda politique nationaliste et suprémaciste blanc. Donc à un moment donné, ils sont en mode genre, instrumentaliser les juifs pour taper sur les arabes, c'est une stratégie qui gagne. Et du coup, ils le font comme ça. Mais il y a 15 ans, ils traînaient avec des nazis. Ils traînaient avec des putains de nazis. Voilà, donc ça, je n'arrêterai jamais de le dire j'arrêterai jamais d'en parler parce que genre, il faut le répéter en boucle. À quel point leur philosémitisme se présentait comme les grands protecteurs des juifs de France et d'ailleurs, c'est une forme d'antisémitisme renouvelée. Parce que le point commun entre l'antisémitisme classique de l'extrême droite et cette nouvelle forme d'antisémitisme d'extrême droite, c'est essentialiser et instrumentaliser les juifs de manière générale et la lutte contre l'antisémitisme pour avancer leur agenda politique. Voilà. De la même manière qu'à une époque, la méta pour certains d'extrême droite, c'était dire « Oh, les musulmans, l'islam, c'est super bien. Oh, la virilité de l'homme arabe musulman, on respecte ça beaucoup. » Et voilà. Et donc, c'était prendre les musulmans et sucer, on va dire, un peu l'islam pour mieux taper sur les juifs dans les années 30. Il y avait des gens d'extrême droite, c'était leur ligne en Europe. Et bah là, en fait, le RN fait exactement le contraire. Donc, je veux dire, tout ça, c'est des variables d'ajustement. Le seul truc qui reste en commun, du début à la fin, dans leur idéologie, c'est instrumentaliser et essentialiser tout le monde au profit de l'ordre raciste et du suprémacisme blanc, au final. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qui a changé entre 2010 et 2025 ? En dehors de sa brouille personnelle avec Marine Le Pen, je vais le remettre comme ça, que cette dernière mettra sur le compte d'ambitions personnelles déçues, Alain Soral n'a pas dévié de sa ligne durant toutes ces années. C'est ce que je disais. En 2008, il avait d'ailleurs déjà été condamné pour incitation à la haine raciale pour ses propos tenus en 2004, sans que cela n'émeuve quiconque au FN. Un autre cadre du RN apparaît dans les listes soraliennes. L'actuel député du Var, Frédéric Boccialetti, on en parlait tout à l'heure, qui siège également au Conseil national du mouvement. Donc c'est pas un random. Hein. Voilà, c'est un mec assez central au sein du RN. Mais parce que les gars qui sont assez centraux au sein du RN, pour souvent, c'est des gens qui sont depuis longtemps au RN. Et les gens qui sont depuis longtemps, au RN, ils ont tous plus ou moins une phase nazie, quoi. Mais vraiment, je dis ça, c'est pas une exagération. C'est pas une exagération. Il y a des profils qui sont pas trop comme ça. Tu vois, un Jean-Philippe Tanguy n'a pas de lien avec Égalité et Réconciliation, par exemple. Mais dans tous les cas, il s'allie avec ces gars-là, donc ça change rien à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. C'est pas le mec qui avait une librairie négationniste ? Si, on y vient justement. C'est admirateur de Charles Maurras, qui avait ouvert une librairie en rachetant des stocks d'ouvrages racistes, antisémites et néo-nazis, dans lequel il assure avoir fait le tri, ils disent tout le temps la même chose, déclare qu'il n'a aucun lien avec Monsieur Soral ou son association depuis son départ du FN en 2009. Ok. Donc Charles Maurras, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui a créé l'Action française, c'est un des grands idéologues de l'extrême droite, de la droite nationaliste et royaliste et anti-républicaine française. Et c'était un collaborationniste qui a été condamné à la perpétuité à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour collaboration. Voilà. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit hier, mais bon, c'est une formule qui est pas trop mal, donc je vais la réutiliser. Hein, voilà. Streamer, c'est comme prof, il faut savoir se répéter quand c'est un sujet qu'on connaît. Charles Maurras, il y a deux choses qu'il détestait dans la vie, c'était l'Allemagne éternelle ennemie de la France et les Juifs éternels ennemis de la civilisation blanche, je sais pas quoi. Et donc du coup, il y a eu un arbitrage qui a été fait de la part de Charles Maurras au moment de la Seconde Guerre mondiale, où il s'est dit putain, je déteste l'Allemagne et je déteste les Juifs, mais quand même Hitler par rapport aux Juifs, j'aime bien. Donc ok, vas-y, vive Hitler, vive la collaboration. Alors que de base, il déteste l'Allemagne. C'est dire le niveau d'un Charles Maurras, quoi. Et là, des députés actuels au RN sont des admirateurs de Charles Maurras. Allô. Les documents d'égalité et réconciliation mentionnent aussi le nom de Louis-Joseph Gana,
autres militants liés à la fameuse Gut Connection. Candidat RN lors des législatives anticipées de 2024, il avait fini par perdre le soutien du parti en raison de publications antisémites exhumées par Street Press. Sollicité, l'intéressé n'a pas voulu répondre aux questions de Mediapart. Aucune de ces personnalités ne prend donc fermement ses distances avec les prises de position d'Alain Soral à l'époque, à l'inverse de nombreux anciens membres retrouvés dans des listings et contactés par Mediapart. C'est notamment le. Donc là, c'est qui ? Ouais, c'est des. Quoi ? C'est des. C'est quoi ? C'est des anciens d'égalité et réconciliation qui sont pas au RN du coup ? Bon, parce que là, du coup, ça parlait des personnes centrales et des cadres du RN qui effectivement sont passés par égalité et réconciliation. Là, ça va passer sur d'autres profils. Donc du coup, des gens qui se désolidarisent franchement de cette idéologie. C'est notamment le cas de Xavier, non modifié, qui a rejoint l'association à son lancement en 2007, moyennant une cotisation de 13 €. À l'époque, le jeune homme considérait que les contours de la structure n'étaient pas franchement clairs. Il y avait un discours anticolonialiste, voire opéraïste, courant marxiste italien, ayant inspiré le mouvement autonome, qui pouvait séduire les personnes de gauche que j'étais. Et effectivement, parce que, alors c'est pas les seules personnes qu'il a tenté de séduire Alain Soral, mais il avait une stratégie à un moment donné, d'aller s'appuyer sur les affects anticoloniaux, sur les affects antisionistes beaucoup, sur les affects anti-impérialistes par rapport aux États-Unis, etc. Pour dire, ah ouais, vous détestez l'impérialisme américain ? Vous trouvez qu'Israël est un État colonial ? Moi aussi, allez, rejoignez Égalité et Réconciliation. Je vais vous expliquer la clé de compréhension à tout ça. La clé de compréhension, c'est les Juifs contrôlent le monde et tirent les ficelles. Voilà, c'était la stratégie d'Alain Soral. C'était pas le seul truc, mais c'était une des ficelles qu'il a utilisées pour aller tenter de militer auprès de gens qui avaient une sensibilité anticoloniale, anti-impérialiste, antisioniste, etc., etc. Voilà. Alors après, c'était une des parties. Il y avait aussi le masculinisme exacerbé, qui était une manière d'aller militer dans une certaine direction. Et il y avait les liens avec la bonne vieille extrême droite, avec la droite nationaliste du Front National, qui était aussi une autre manière de militer, quoi. Voilà. Mais c'était une des manières de recruter, une des manières de véhiculer sa pensée nauséabonde. Soral, c'était de s'appuyer effectivement sur ses sensibilités un peu anti-impérialistes / antisionistes, de distiller son poison littéralement dans ces milieux-là. Et là, ça a bien évolué de ce côté-là. Effectivement, Soral a perdu vraiment en buzz, quoi. Je veux dire là, les milieux antisionistes et compagnie, etc., etc. Ce poison, il est quand même distillé avec beaucoup moins de puissance que dans les années 2010, où Alain Soral était dans une position hyper puissante, en particulier sur Internet, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, quand je dis ça, ça veut pas dire que les milieux antisionistes, les milieux anti-impérialistes, les milieux anticoloniaux sont des Soraliens antisémites. Ça veut dire que Soral a tenté d'aller noyauter en partie ces mouvements-là en distillant son poison. Mais les antisionistes, les anti-impérialistes et les anticoloniaux solides et organisés surtout n'ont jamais mangé dans la main d'Alain Soral. Il n'y a pas d'organisation antisioniste de l'époque qui était alliée avec Soral. Ou alors c'était extrêmement marginal. Par contre, ils essayaient effectivement, auprès des gens qui ne sont pas bien formés, mais qui ont cette sensibilité-là, d'aller recruter leurs troupes. C'était une de leurs stratégies. Et oui, ça s'est fait beaucoup via Internet, via YouTube et via son site. À l'époque, on allait beaucoup plus sur les sites Internet, il y avait moins de réseaux sociaux aussi. On parle de 2010 à peu près. Voilà. Soral a empoisonné une partie du jeune ado masculin avec son discours masculiniste. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, des influenceurs comme le Raptor dissident à l'époque et tout. Pourquoi dissident dans le pseudo du Raptor à l'époque ? Et après, il l'a enlevé. Parce que du coup, Alain Soral se présentait comme faisant partie de la dissidence. Il avait trouvé ce terme-là où c'était « nous sommes la dissidence par rapport à l'ordre établi », etc. Et ce mot de dissident dans le pseudo Raptor dissident, c'était directement la marque de son lien avec Égalité et Réconciliation et Soral. Et après, il a fini par se clasher avec Soral et ils étaient en mode genre « ok, on va régler ça sur un ring », etc. Mais quand tu regardes un petit peu ce que c'était que l'Internet français en 2010, à cette époque-là, où Soral était tout puissant, il était vraiment tout puissant. Et d'ailleurs, je sais que Usul, quand il a commencé à faire Mes Chers Contemporains, il y a quoi, une douzaine d'années maintenant, à la base, il était youtubeur jeux vidéo. Et s'il s'est dit, enfin, il parlait déjà un peu de politique, mais s'il s'est dit, vas-y, maintenant je vais dans la politique, dans la vulgarisation politique et même dans la, on va dire, quasiment dans l'éduc pop, c'était pour aussi avoir une voix contraire à quasiment l'hégémonie sur l'internet gamer français, on va dire, que pouvait avoir Alain Soral et compagnie, notamment sur des forums comme jeuxvideo.com par exemple. Vous voyez ? Et donc, genre, Usul, à la base de ce qu'il a fait sur Internet, et voilà, Usul, c'est un peu le père fondateur de la gauche Internet actuelle, en réalité. Il a été ultra important et structurant là-dedans. Et bah, lui-même s'était pensé aussi comme une contre-offensive au soralisme. Et force est de constater que ça a plutôt bien marché, en réalité. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vincent Lapierre, à la base, c'était le cadreur de Soral aussi. Tout à fait. Vincent Lapierre, là, celui qui fait son émission de con, à la base, il a commencé chez Égalité et Réconciliation. Il était cadreur d'Alain Soral. Puis après, il faisait déjà ce qu'il faisait maintenant, c'est-à-dire des espèces de micro-trottoirs de cons, là. Sauf qu'il le faisait au sein d'Égalité et Réconciliation. Et c'était des trucs en mode, il allait interroger des gens, en mode genre, regardez le CRIF, c'est le CRIF qui gouverne la France, etc. Moi, quand j'ai découvert Vincent Lapierre, j'étais en mode genre, waouh! C'est un antisémite de zinzin, ce gars-là. Et apparemment, pour le coup, lui, il s'est désolidarisé un peu plus premier degré, entre guillemets, du soralisme, au sens où il a dit j'ai plus rien à voir avec ces gens-là, et du coup, il a dénoncé un petit peu, un peu plus frontalement que certains autres, l'idéologie soralienne.
On peut pas dire le contraire. Je pense que Vincent Lapierre, premier degré, c'est vraiment éloigné, même idéologiquement, un petit peu de ces milieux-là. Mais ça veut pas dire que c'est insignifiant le fait qu'il ait pendant très longtemps été chez Égalité et Réconciliation et que c'est littéralement Soral qui a lancé sa carrière à ce gars-là. Voilà, c'est bien de le rappeler aussi, ce genre de choses. De montrer que des liens entre tous les influenceurs, les gens d'extrême droite, que ce soit ORN, sur Internet, etc., ils ont tous, plus ou moins, pas tous, mais pour beaucoup, ils ont eu un lien direct ou indirect avec Soral et compagnie à cette époque-là. Voilà. Pour comprendre un petit peu tout ça, il faut le rappeler. Et ceux qui n'étaient pas trop sur Internet en 2010, peut-être que vous ne le savez tout simplement pas, quoi. Ok, Alain Soral a pu développer auprès de certains publics une doctrine confusionniste. On en parlait tout à l'heure. Moi, c'est ce que je disais, c'est un rouge-brun, mais le rouge-brun, c'est une forme de confusionnisme. Confusionniste, ça veut dire que tu fais exprès d'appuyer sur la non-formation politique des gens auprès desquels tu essaies de militer pour aller leur empoisonner l'esprit, quoi. Voilà. Alors que normalement, quand tu es solide sur tes appuis, que tu as une formation un peu politique, bah justement, c'est une parade au confusionnisme, quoi. Et ceux qui mélangent un peu le langage, lutte des classes, marxiste, avec une idéologie qui est franchement nationaliste et racelarde à côté, on peut dire que c'est des confusionnistes. Des gens comme Greg Tabibian qui vote Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, qui se réclame du côté du peuple, etc. Typiquement, lui, c'est un confusionniste. Voilà. Donc voilà, un confusionnisme prétendument basé sur un discours de classe à destination des catégories populaires. C'est ce que je disais. Mais quelques mois après avoir adhéré, Xavier dit se rendre compte de la supercherie. La même année, j'ai rompu tout contact avec cette structure au vu de ses positions racialistes, antisémites, essentialistes, explique-t-il, parlant d'un engagement furtif et honteux. Et effectivement, il y a plein de gens qui ont pu se faire emporter dans ce truc-là et qui au bout de quelques mois étaient en genre waouh, plus jamais. Et je sais qu'il y avait un illustrateur, il faisait un truc avec les dessins de la semaine à chaque fois sur Égalité et Réconciliation. Et à l'époque, ça tournait sur Facebook à fond. Hein. Ça tournait vraiment sur Facebook à mort. Le truc des dessins de la semaine sur Égalité et Réconciliation. Et c'était des trucs en mode vraiment, des trucs avec des espèces de juifs au nez crochu qui tiennent la planète Terre entre leurs mains griffues là. Et c'était que des trucs comme ça, ouais, crapaud, des gars comme ça. Il y avait un mec qui s'appelait Joel Corbeau. Et lui, c'était du nazisme, Joel Corbeau. Le mec était zinzin, c'était de l'imagerie, de la propagande nazie des années 30 ce qu'il faisait, quoi. Il y avait un mec qui s'appelait Crapaud aussi, qui s'était retrouvé emporté dans ce truc-là et qui a vraiment fait des trucs, qui a vraiment fait des dessins antisémites là-dedans, et qui pareil, avait un moment cette espèce de réalisation qui s'était fait craille le cerveau par des espèces de nazis, et il a fait tout un espèce d'arc de rédemption où lui, il a frontalement dénoncé les comportements d'Alain Soral et compagnie, et surtout, il s'est pas voilé la face, il a dit, je me suis fait niquer par ces gens-là, j'ai produit des dessins antisémites, j'ai fait du mal et je le regrette, etc., quoi. Voilà. Donc il y a des gars, des espèces de comment on dit, c'est pas rédemption, des rédemptés, je sais plus, mais il y a des anciens soraliens qui pour le coup vraiment ont admis ce qu'était que l'idéologie soralienne pour s'en détacher réellement, mais en admettant que eux faisaient partie des repentis, j'avais plus le mot, merci. Il y a des vrais repentis du soralisme, ça existe, et même à gauche il y en a aussi. Des gens qui, jeunes, mal formés, se sont fait un peu niquer par la propagande soralienne sur Internet. Ils ont eu leur petite face soralienne. Et puis après, ils se sont dit, mais attends, mais c'est un nazi antisémite, ce gars. Voilà. Moi, bonjour, toi, Habitus. On en a peut-être dans le chat. En même temps, si on a que vous aviez, je sais pas, 19, 20 ans, que vous étiez des petits ados edgy sur Internet, qui allaient sur jeuxvideo.com, au 4chan ou des trucs comme ça, on a tous été confrontés aux vidéos d'Alain Soral et compagnie. On a tous été confrontés. Moi, j'en ai regardé des vidéos d'Alain Soral. C'était de la curiosité morbide. C'était pour me foutre de sa gueule. J'étais sur un forum, Gamecult, le forum Blablalite de Gamecult, pour ceux qui le connaissent. Il y avait un thread Alain Soral. Mais c'était quasiment que des gens qui se foutaient de sa gueule, ouvertement. Vous voyez? Mais ça faisait partie du lore de regarder la vidéo de ce zinzin en se disant, ouah, c'est qui lui? Ça faisait partie du lore Internet. Pour de vrai. Et c'est réel. Et il y a des gens qui se sont fait grailler le cerveau par ça et qui en sont revenus. Mais pour en revenir, il faut admettre déjà que tu t'es fait grailler le cerveau par ça. Voilà. Sans ça, c'est mort. Sans ça, tout ça est extrêmement malhonnête. Et là, tous ces gens du RN dont on parle depuis tout à l'heure, ils sont en mode non, oh, vous savez, c'était avant, il y a eu des dérives et tout. Non, il n'y a pas eu des dérives. T'as adhéré à une idéologie horrible. Et si t'admets pas que t'as adhéré à cette idéologie horrible et que tu le regrettes, bah c'est que tu le regrettes pas. Ok. Et donc justement cet exemple de Xavier non modifié, voilà, lui il est en mode oui. Au début j'étais emballé par le projet et après j'ai vu les trucs racialistes, antisémites et essentialistes, j'ai réalisé, maintenant j'ai honte. Voilà. Gamecult, le Merry les Fous, tout à fait le même Merry les Fous. Alors le saviez-vous, à l'époque j'étais sur ce forum, il y avait un des mêmes Merry les Fous qui avait tourné dans le topic, j'étais dessus. Voilà, j'ai vu le Merry les Fous arriver avant que ça buzz parce que j'étais sur le forum. Voilà, et j'avais fait des espèces de petits mèmes Merry les Fous et ça avait tourné y compris sur jeuxvideo.com à l'époque. Voilà. À l'ancienne, hein, ça me rajeunit pas tout ça. Bref. Ok, allez, autre repenti du soralisme qui nous dit « Ce site de merde existe encore ?» Quand je pense que j'ai pensé être dans le vrai à l'époque, connerie de jeunesse. Réagit également Bastien, adhérent à la même période quand Mediapart l'interroge.
Christian, tout ça c'est des noms modifiés, explique pour sa part que la ligne politique de l'association lui semblait trop complotiste et son antisémitisme obsessionnel a fini par faire effet repoussoir pour lui. Après avoir quitté formellement la structure en 2011, Julien, encore un nom modifié, a continué à fréquenter Égalité et Réconciliation jusqu'en 2018. Ah mais Julien, qu'est-ce que tu fais là ? 2018, c'était admis depuis bien longtemps que ces gars-là étaient des zinzins néo-nazis pour le coup. Genre, c'est chaud. Après 2018, cela dit, c'est encore le moment où Marceau avait du buzz sur Facebook, y compris auprès de normies pas droitards, etc., etc. Il y avait encore plein de confus bizarres à cette époque, jusqu'en 2018. Mais là, c'était un peu les derniers, quoi. C'était un peu les derniers. Date à laquelle il a participé avec un ami à un pique-nique de l'assaut. Les profils nous ressemblaient assez. Quelques jeunes éduqués, type élèves ingénieurs, quelques anciens tendance autonomistes, un ou deux musulmans un peu paumés, quelques conspis plus ou moins loufoques, toujours très peu de femmes. Et ça, on le dira jamais assez, il y a toujours eu très peu de femmes chez Égalité et Réconciliation, parce que Soral est un misogyne assumé, il le dit. Il dit « les femmes sont inférieures aux hommes, physiquement et mentalement. » Point. Alain Soral, il a quand même dit des trucs en mode genre des femmes qui jouent très bien du piano quand c'est du classique, comme des petits singes savants, ça on peut vous y trouver à l'appel. Mais il y a une raison pour laquelle il n'y a aucune grande joueuse de jazz dans l'histoire. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, les femmes sont pas faites pour ça. C'est pas moi qui le dis. Il a vraiment dit ça, Alain Soral. Il a dit des trucs comme ça. Voilà. Et c'est la base pour lui de dire ça. C'est même pas le truc le plus zinzin qu'il a dit. Bref. L'association ne repose aujourd'hui que sur quelques dizaines de militants actifs et a été contrainte de durcir ses règles de fonctionnement. Les membres doivent désormais signer un avenant à leur contrat d'adhésion dans lequel ils s'engagent à faire preuve d'une loyauté totale à Alain Soral. Mais putain, quelle horreur. Sous peine de voir révéler publiquement leur participation au mouvement. Voilà, c'est devenu groupusculaire de chez groupusculaire. Il y a encore un influenceur de droite qui est officiellement soralien et qui l'interviewe de temps en temps et qui se réclame du soralisme. Un mec qui s'appelle Kentra. Voilà. Il doit pas trop de buzz, c'est un gros nulos. Voilà. Et lui, c'est un antisémite assumé, quoi. Il a une tech de les gauchistes ils disent que Bolloré, c'est un catho tradi. Ils utilisent Bolloré pour dire que c'est pas les juifs qui tirent les ficelles des médias, peut-être. Ah ouais, alors comment ça se fait que j'ai retrouvé une arrière-grand-mère de Bolloré qui a un nom à consonance un peu juive sur les bords? Allez, checkmates, c'est bien les juifs qui tirent les ficelles dans ce pays. Voilà, il a fait un Reels Instagram, un TikTok là-dessus, Kentra, le gars, il y a genre 2 semaines. C'est dire un peu l'idéologie de ces gens-là, quoi. Mais bon, il y a un influenceur officiellement soralien de nos jours, comparé à l'époque, en 2010 et compagnie, on en est quand même très loin, et tant mieux. Je regrette tellement pas cette époque. C'était vraiment l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Et encore une fois, je leur dis, moi j'ai perdu un de mes meilleurs amis avec toutes ces conneries. Ok. Les événements d'égalité et réconciliation n'attirent qu'une poignée de personnalités. L'auteur Youssef Indy, à l'origine d'un ouvrage analysant la gestion du Covid à travers le prisme du messianisme juif en particulier. Le militant négationniste Vincent Renoir, pour qui Égalité et Réconciliation a organisé des rendez-vous privés, entre guillemets, après sa sortie de prison en 2022. Le prêtre Régis de Cacré-Valménier, aumônier du groupuscule intégriste Civitas et oncle de Marc Cacré-Valménier, héritier du GUD de Paris, qui a donné une conférence pour l'association soralienne fin 2024. Le réseau de librairies amies s'est aussi réduit comme peau de chagrin. Il ne repose aujourd'hui que sur 4 adresses, d'après les documents consultés par Mediapart. Pour tenter de sortir de l'ornière, Égalité et Réconciliation tisse des relations avec des personnalités qui n'assument pas toujours ce compagnonnage. L'ex-chanteur Francis Lalanne. Pardon ? Francis Lalanne, ok. Figure du mouvement anti-vax, même s'il est considéré dans un compte-rendu d'événements écrit par un cadre du mouvement comme étant insupportable, il prend toute la place, ok. Aussi le youtubeur Thierry Casanova, pape du crudivorisme, mis en examen depuis 2023 pour abus de confiance, abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine, ou encore l'ancien directeur de la revue Faits et Documents, au cœur de l'infox transphobe sur Brigitte Macron, Xavier Poussard. Aucun d'entre eux n'a voulu répondre à nos questions. Et là-dessus, on voit un truc très très simple, c'est le lien entre complotisme et antisémitisme de manière générale. Le complotisme, quand on prend cette direction-là, mène de manière quasi mécanique à l'antisémitisme. Quand tu pousses le potard du complotisme toujours plus loin, à la fin, tu te retrouves sur le complot juif, les juifs tirent les ficelles du monde entier. C'est systématique. Alors après, il y a des gens qui vont pas assez loin dans le complotisme pour arriver jusqu'à cette phase-là, mais quasiment toutes les formes de complotisme, à la fin, finissent par arriver sur une forme d'antisémitisme. Tout ce qu'il y a de plus classique, qui consiste à dire « les juifs contrôlent les médias et le monde entier ». Voilà. Libérez-vous contre vos maîtres, qui instrumentalisent et inventent des génocides pour mieux assouvoir leur pouvoir. Quand tu vas dans le chemin du complotisme, si tu t'arrêtes pas assez tôt, tu finis par arriver chez les nazis et chez les complotistes antisémites. C'est mécanique. C'est mécanique. Voilà. Et ce qui explique la présence d'un mec comme Francis Lalanne, anti-vax, ou Thierry Casanova, crudivore, ou Xavier Poussard, en mode Jean-Michel Trogneux, quoi. Voilà. C'est pas un hasard tout ça, c'est pas un hasard. Il faut comprendre qu'une des plus grosses ficelles de l'antisémitisme, et peu importe d'où il vient l'antisémitisme, on va dire,
Un des gros points communs dans l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, c'est une forme de complotisme qui consiste à dire les juifs contrôlent le monde. Voilà. En même temps, c'est un peu le blueprint du complotisme, tout à fait. Hein. Ça fait 1000 ans qu'on le reproche tout. Exactement. C'est pour ça que le lien entre complotisme et antisémitisme, c'est même pas qu'il est avéré, c'est qu'il est. C'est comme ça, vous voyez. Voilà. Bref, Xavier Poussard, donc l'espèce de mec en mode un fox transphobe sur Brigitte Macron, a notamment été programmé pour débattre avec Alain Soral lors des festivals annuels du mouvement en 2022 et en 2024. Organisé en Bourgogne, l'événement permet au mouvement de renflouer les caisses à hauteur d'environ 30 000 €. C'est pas rien quand même. Hein. Recettes d'entrée et restauration additionnées. Lors de l'édition 2023, un militant a entonné une chanson aux paroles négationnistes. On en a déjà parlé hier, je vais peut-être vous la remettre, mais attention, là, c'est horrible. Sous les rires gras du directeur de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, Jérôme Bourbon, comme le montre la vidéo ci-dessous, récupérée par Mediapart. J'ai la flemme de la réécouter parce qu'en plus, vous savez c'est quoi le pire ? Hier, je vous l'ai montré cette horreur. Et c'est une reprise en mode négationniste et antisémite, avec des blagues sur les camps de concentration, sur une reprise de... Comment il s'appelle ? Oula. Comment il s'appelle ? Les yeux couleur Mentalo, qui est un morceau que j'adore en plus. Il est trop bien, Les yeux couleur Mentalo. C'est un grand morceau. Et donc du coup, le pire, c'est que Eddie Mitchell, merci Eddie Mitchell. J'adore Eddie Mitchell. Je connais pas hyper bien, mais big respect à Eddie Mitchell. Vrai artiste. Et du coup, j'ai eu les yeux couleur Mentalo en tête pendant toute l'après-midi. Alors qu'à la base, c'était une reprise négationniste de ça, quoi. Quel enfer. Alors attention, point Francis Lalanne, les amis. Onibaku, mon assistant, vient de m'envoyer ça. Francis Lalanne, le 15 décembre 2025, c'est tout neuf, c'était quand ? C'était hier. Hein. Hier, il a posté ça, Francis Lalanne. Voilà. Moi, je pense qu'il est grand temps que les agriculteurs qui se mobilisent aujourd'hui aillent avec leurs tracteurs balancer des kilotonnes de merde sur l'Assemblée nationale. Parce que sur chaque siège de l'Assemblée nationale, il y a un petit merdeux ou une petite merdeuse qui payait grassement pour cautionner la politique d'un tyran qui aujourd'hui s'en prend à notre cheptel pour engraisser ses petits copains milliardaires dont certains se prétendent présidents de syndicats d'agriculteurs et qui spéculent sur le Mercosur avec le groupe Avril, par exemple. Je peux pas aller plus loin. C'est trop. C'est une blague. Bah, c'est un peu. Il y a un peu d'humour là-dedans. Hein. Il y a un peu d'humour, je pense, là-dedans. Mais juste, il a écrit, j'écris ton nom. Destitution. Oh là 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 là. Les ravages du complotisme sur le cerveau humain, c'est triste. Quoi. Il est grand temps de mettre la pression sur les véritables responsables. T'es pas net, Francis. Mais si, je suis très net. De la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je peux pas regarder plus longtemps. Je peux pas. Waouh, les ravages du complotisme sur le cerveau humain. Je le redis, hein. Voilà. Bon, en tout cas, les nazis, sachez que vous avez ça comme allié. Hein. Remettez-vous en question. Regarde tout. Non, je peux pas regarder tout. Je peux pas. C'est trop. Remets, vous êtes sérieux ? Bon, allez. Tout pour mon chat. On était là à peu près. Des députés dignes de leur mandat. Eh bien, l'occupant de l'Élysée ne pourrait absolument, à aucun moment, gouverner comme il gouverne en ce moment. Il n'aurait pas les coups des franches. Mais hélas, la représentation nationale s'est couchée devant lui et fait semblant de s'opposer à l'occupant. J'ai menti, remets pas mon stop alors. Je vous mets le lien, il est là, c'est sur Twitter. Et il est où Batman là ? Allô Batman ? Qu'on a besoin de toi ? Allô ? Non, c'est intankable, j'arrête là. Et B, hein. Donc oui, on revient à nos moutons. Égalité, réconciliation, tout. J'ai la flemme de la remettre parce que je vais encore avoir. J'ai pas envie de le réécouter, j'ai déjà entendu 2 fois. Mais voilà, lisez juste les paroles. Donc c'est une reprise des yeux couleur Mentalo de Eddie Mitchell.
mais version nazie, quoi. Donc elle était habillée d'un pyjama rayé, en référence aux tenues des détenus dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Sur ces photos d'époque... Oui, vas-y. Elle a dit qu'il faisait des savons par milliers à base de ses colocs. Elle était un peu mytho, donc voilà, c'est négationniste en mode genre oh là là, les déportés, ils font semblant d'avoir été déportés. Elle était un peu mytho, ma grand-mère de Birkenau, du nom de Auschwitz II Birkenau, camp d'extermination nazi. C'est la version extermination Birkenau. Il y avait Auschwitz I qui est un camp de concentration plus classique et du travail forcé, un taux de mortalité gigantesque. Auschwitz II Birkenau, c'est arrivé, 90% des arrivants, ils se faisaient gazer instantanément. Voilà, t'avais plus de 30 ans, tu te faisais gazer instantanément. Il n'y a quasiment aucun survivant. Donc voilà, ça fait ce genre de blague. Avec son faux numéro, bon bah ouais, on va pas aller jusqu'au bout du truc, mais vous avez compris de quoi on parle. C'est absolument immonde. D'autres images donnent aussi à voir la forte attirance pour le combat de rue et les armes au sein d'égalité et réconciliation. Sur une photo, un enfant d'une dizaine d'années s'exerce au fusil à lunettes sous le regard d'adultes. L'un arbore fièrement un t-shirt Goy, terme qui désigne en hébreu une personne non juive, en lettres gothiques. Donc ça, c'est un t-shirt que Alain Soral avait mis à ses procès parce qu'il a été condamné plein de fois pour antisémitisme et compagnie. Et donc il y avait plein de fois, il était venu à un procès avec un t-shirt Goy comme ça, qui est devenu leur produit dérivé préféré quasiment. Je crois qu'il y avait une photo là-haut. Voilà, là on le voit ici. Regardez. Dans des photos, c'est ce t-shirt Goy là. Voilà. On dirait qu'il y a écrit gay dessus, un peu. T'es gay. T'es Goy. Bon, là, je vais pas faire des blagues là-dessus. Stop. En même temps, je suis chier parce que là, c'est tellement. Le sujet est tellement atroce, je vais péter un câble, quoi. Mais... Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, allez, on continue. La décoration du festival déborde de références antisémites. Des affiches Je suis partout, du nom du journal collaborationniste, un journal de la France de Vichy, littéralement. Au slogan Qui point d'interrogation, une référence antisémite rendant les juifs responsables de la pandémie de Covid et de la politique vaccinale. Des panneaux Poutine vite, le lien d'âme entre les nazis et Poutine quand même, illustre aussi l'obsession d'Alain Soral depuis le début de l'invasion en Ukraine. Les groupes locaux sont tenus de faire des vidéos de soutien en langue russe, lesquelles ne sont même pas publiées sur les réseaux sociaux d'égalité et réconciliation, mais destinées au marché russe. À l'été 2025, une délégation d'égalité et réconciliation s'est aussi rendue à Moscou pour tenter de raffermir les liens. Voilà, donc il y en a qui sont en mode genre, les Russes nazis, n'importe quoi, c'est les Ukrainiens qui sont nazis avec le bataillon Azov. Bon, bah on a en tout cas l'organisation peut-être la plus nazie de France en la qualité d'égalité et réconciliation. Eux, ils sont directement pro-russes. Hein. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Pris à la gorge financièrement, l'organisation cherche en effet de nouvelles ressources. Retranché en Suisse, Alain Soral fait face à une pluie de condamnations. La dernière en septembre 2025 pour incitation à la haine raciale et incitation à la violence armée. Il doit être jugé à Paris en janvier 2026, en compagnie d'autres membres d'égalité et réconciliation pour des faits d'apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en lien avec des publications d'une chaîne Telegram, l'Axe de la Résistance, liée à la défense du régime iranien cette fois-ci. Pourquoi ils sont pro-iraniens, égalité et réconciliation ? C'est par anti-impérialisme ? Par anticolonialisme ou je ne sais quoi ? Non, c'est juste qu'ils sont antisémites, du coup, n'importe. Ils font des espèces de campisme, vu qu'ils sont antisémites, tous ceux qui sont contre Israël, ils sont en mode genre, ah oui, ils sont avec nous là. Allez vous faire foutre déjà. Bon, après, le régime iranien, allez vous faire foutre aussi, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien là les incointances d'Alain Sorel, égalité et réconciliation. Genre vraiment, dès qu'il y a des gens qui critiquent Israël, ils sont en mode genre, ah, ils sont avec nous. Non. Bro thinks he's on our team. Dégage, casse-toi. C'est pour ça que quand il y en a qu'on dit sur Twitter il y a pas longtemps, lol, égalité et réconciliation est bien plus proche de LFI que du RN. Non. C'est juste qu'Alain Soral, égalité et réconciliation, font semblant d'être des pro-palestiniens. Du coup, dès qu'il y a un pro-palestinien, ils sont en mode genre, vous êtes contre Israël, nous aussi, vous détestez les juifs, c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Dégage, fils de pute, je dirais même. Bref. Alors après, je te l'ai dit, la famille d'Alain Soral l'a quasiment renié, donc je vais pas insulter sa famille. Notamment une sœur qui est en mode genre, je ne comprends pas comment il a viré zinzin comme ça. Voilà, pour info. Ok, en 2023, tandis que le leader est condamné pour avoir traité une journaliste de grosse lesbienne, il n'y a pas que de l'antisémitisme chez cet homme-là, la direction du mouvement demande à ses militants de relayer ses communications en ciblant les groupes de pression LGBTQ+. Voilà, donc le lobby LGBT. L'association elle-même fait alors face à de lourdes difficultés financières. La situation est grave, alerte la direction d'égalité et réconciliation en juin 2024, anticipant une nouvelle amende de 34 000 € pour une campagne d'affichage sauvage. Toute idée pour générer des bénéfices suite aux amendes est bienvenue, lance-t-elle. La décision est également prise de revoir considérablement à la baisse l'organisation du festival 2025, qui ne rassemble que 150 personnes pour limiter les dépenses. Sans arrêt, l'accent est mis sur la nécessité de faire rentrer de l'argent via le site de vente en ligne. Le mot d'ordre, c'est du fric, explique un témoin à Mediapart, histoire de continuer à faire tourner ce business de la haine. Voilà,
Ça nous arrive de parler d'un linceau oral et tout ça, mais là, comme il y avait un bon article qui était sorti là-dessus et qui rappelle en plus les liens historiques et encore parfois un peu actuels qu'il peut y avoir avec le RN d'aujourd'hui et avec Jordan Bardella précisément, je me disais qu'il fallait quand même que je le lise. Ça fait partie de mes sujets un peu, donc voilà. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on lit en plus l'article sur les brebis galeuses du RN? Moi, je pense qu'on va passer au sujet suivant parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est en live. Je commence à sur le RN, je commence un peu à, vous voyez, à saturer. Ou alors vraiment je le lis, je commente pas. Je fais juste une lecture d'un coup, l'article est pas très très long. Ça vous voit, on fait ça? On le met dans une seule et même VOD. Vous pensez que c'est une bonne idée de faire comme ça? Ou on passe direct à la suite? Go? Je vais pas faire 2 VOD différentes. On va rajouter ça après à une seule et même VOD parce que... Ou alors... Bon, on verra. En tout cas, je continue. Je mets juste un petit marqueur au cas où, mais a priori, ça sera... Voilà. Donc là, je vais surtout lire l'article. Je vais pas trop commenter, etc. Je pense que voilà, c'est un article qui est très factuel et descriptif. Il n'y aura pas forcément 10 000 trucs à commenter après déjà tout ce qu'on vient de dire. Comme ça, voilà, on se fait les deux d'un coup. Je pense que c'est pas plus mal. Merci Major. Excusez-moi. Merci Major Tom 55 pour ton Prime. Merci beaucoup. Allez, bon, c'est parti. On enchaîne avec cet article-là qui est un peu plus court, il me semble. Mais je vais juste faire une lecture. Voilà, on va faire juste une lecture d'un coup. Comme ça, après, on peut passer à la suite. J'aurai plein de choses à dire. Et le sujet suivant est pas évident non plus. Donc voilà. Ok, municipal 2026, le RN réinvestit ses brebis galeuses. Voilà, ça enchaîne les casseroles du côté du RN. Mediapart, encore eux, a pu identifier une douzaine de candidats déjà épinglés pour des propos racistes, antisémites ou homophobes. Ou pour leur proximité avec des groupuscules radicaux. Encore une fois, tout ça rejoint l'article qu'on vient de lire avec les liens historiques qu'il a pu y avoir avec Alain Soral. Le parti de Jordan Bardella avait pourtant assuré avoir mis en place un processus de sélection inédit. Mes couilles. Le Rassemblement national le répète à longueur de journée. Tout est désormais carré. Après avoir passé une bonne partie de la campagne des législatives anticipées de 2024 à se justifier sur les propos racistes, sexistes, antisémites ou négationnistes de dizaines de candidats et candidates, le parti d'extrême droite assure aujourd'hui avoir écarté ces profils que Jordan Bardella avait qualifiés à l'époque de, je cite, brebis galeuses. Lors d'une conférence de presse organisée le 1er décembre au siège parisien du RN pour lancer la course aux élections municipales, le directeur de campagne du mouvement, Julien Sanchez, a d'ailleurs indiqué qu'il ne suffisait pas de vouloir être candidat pour l'être. On a reçu énormément de candidatures. Chacun a passé une audition avec un jury d'élus locaux. Nous avons refusé beaucoup de candidats, a-t-il revendiqué. Depuis 1 an et demi, les cadres du RN disent-ils dans la presse l'idée selon laquelle toutes les leçons du scrutin de 2024 auraient été tirées. Pour le reste, argue-t-il encore, la faute reviendrait aux médias, forcément partisans, et ne traitant pas le parti d'extrême droite comme les autres. Il y a des dizaines de journalistes dans les rédactions de gauche qui sont payés pour aller éplucher les pages Facebook des grands-mères des candidats, se plaignait Jordan Bardella sur BFM TV en 2024. On va continuer à le faire. Au mois de juillet, France Info expliquait que le RN avait fait appel à, je cite, une entreprise spécialisée dans la réputation numérique, chargée de traquer la photo, la vidéo, le post compromettant qui pourrait être exhumé du web. Les propos racistes, homophobes ou antisémites, bien sûr, mais aussi les commentaires sur le conflit israélo-palestinien ou encore la Russie de Vladimir Poutine. Un dispositif censé protéger le parti de nouvelles investitures problématiques. Mediapart a pris le RN au mot, en commençant par le plus simple, se pencher sur les brebis déjà galeuses, à savoir ces candidats et candidates épinglés par la presse en 2024 et qui mèneront néanmoins des listes en 2026. Pour elles et eux, une simple recherche sur les moteurs de recherche suffit bien souvent à retrouver les déclarations problématiques, ce qui n'a pas empêché le mouvement de Jordan Bardella de leur donner son feu vert. Contactés, ni le parti, ni Julien Sanchez n'ont répondu à nos questions, aux questions de Mediapart, sur le sens global à donner à ces investitures. Allez, donc c'est parti, là il va y avoir une petite liste de ces fameux brebis galeuses qui au final ne sont peut-être pas si galeuses que ça, c'est peut-être un certain type de brebis qu'on retrouve dans ce troupeau. Voilà, pour continuer l'analogie. À Belfort, le jeune Quentin Machulo, je sais pas comment ça se prononce, 23 ans, a déjà lancé sa campagne axée sur la sécurité et l'identité. Assistant parlementaire du député RN Guillaume Bigot, il est aussi un cadre de la Cocarde, un syndicat étudiant d'extrême droite qui fournit au parti de Jordan Bardella nombre de collaborateurs et collaboratrices. Donc ça, il faut rappeler que parmi les collaborateurs et collaboratrices, il y a plein de gens un peu qui sont issus vraiment de l'extrême droite, de terrain, parfois des vrais militants d'extrême droite, ancrés à l'extrême droite assumée. Et donc là où historiquement il y a beaucoup le GUT qui a pu fournir des nouveaux cadres au Rassemblement national et au Front national même avant, du côté des assistants parlementaires, on voit qu'il y en a plein qui tournent dans des associations avant de devenir assistants et collaborateurs parlementaires, qui sont un peu des associations encore plus à droite officiellement que le RN. Par exemple, ce syndicat d'étudiants, la Cocarde, que nous on aime bien l'appeler la Tocarde. Pas mal la blague, hein.
Guillaume Bigot, c'est le cousin de Jean-Damien Raciste. Sacré nom pour être au RN en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant. Allez, on continue, on enchaîne. En décembre 2024, Mediapart avait exhumé ses publications sur le réseau social X, anciennement Twitter, où s'étalait son obsession pour la théorie raciste du grand remplacement, la fameuse. En septembre 2022, il comptabilisait ainsi 72% de prénoms à consonance étrangère sur la liste des naissances de sa commune, avant d'ajouter « Je n'ai même pas compté Élie et Samuel, d'origine hébraïque. Donner un prénom français n'est pas un baromètre exclusif de francité. On peut parfaitement avoir un prénom qui n'est pas sur le calendrier et être un patriote français », indiquait pourtant Jordan Bardella, fin 2024. Jordan, c'est de quelle origine? C'est un truc d'américain, c'est un truc de Yankee, ça? Non? Non? Je sais pas. Hein. Questionné par Mediapart, Quentin Macoulot, on va l'appeler comme ça, se dit étonné d'être encore sollicité sur ce très vieux sujet, qui ne date toutefois que de 2022. C'est pas si vieux 2022. Hein. Le candidat explique néanmoins avoir supprimé ce qu'il appelle un commentaire dépassionné sur une donnée statistique, car il suscitait des interprétations erronées, ne reflétant aucunement ses idées. Il parle aujourd'hui d'un tweet exhumé et détourné à des fins bassement politiciennes. Ok. À Chambéry, en Savoie, le RN a choisi d'investir Brice Bernard, qui avait été photographié en 2013 en train d'effectuer une quenelle, geste à connotation antisémite popularisé par Dieudonné. Alors après, c'est pas le seul à avoir fait des quenelles en 2013, hélas. Hein. Moi, je m'en souviens, y a des gens qui sont tout à fait pas antisémites et normaux aujourd'hui, entre guillemets, des gens qui font plus ou moins le consensus, qui ont fait une quenelle à l'époque aussi, qui sont laissés attraper par ce truc-là et emportés par ces espèces de grands élans dieudonistes. Hein. Comme par exemple Yann Barthès, il y a une photo de lui qui fait une quenelle. Donc en vrai, si on veut regarder tous ceux qui ont pu faire des quenelles à l'époque, bon, il y en a certains, mais encore une fois, c'est comme tout à l'heure ce qu'on disait avec Alain Soral, parce que la quenelle, c'était un truc de Dieudonné et de Soral, etc. À la base, c'était un geste pour dire, ah ouais, on leur met bien dans le cul au système. Sauf qu'au final, petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à faire des quenelles devant des synagogues, en mode genre, oula! Mais il y a eu un moment d'entre-deux, et c'est ce qui correspond au moment Dieudonné finalement. Un moment d'entre-deux où il y avait encore plein de fans de Dieudonné qui étaient en mode genre, mais il est diabolisé par les médias, et Manuel Valls le déteste. Et il y a des espèces de contrariennes bizarres qui étaient en mode genre, Manuel Valls déteste Dieudonné? Ok, alors je déteste Manuel Valls, donc moi je supporte Dieudonné. Et donc il y avait un truc comme ça, où ça a fait des quenelles. Il y a plein de gens qui en sont revenus. Il y en a plein de gens qui sont revenus. Voilà. Mais Dean aussi a pu en faire une, etc. Et voilà. Et moi, je me souviens très très bien du débat par rapport au quenelles à ce moment-là. Je m'étais embrouillé avec des potes. Et encore une fois, c'est comme ce qu'on disait avec Soral tout à l'heure. Est-ce que t'assumes t'être trompé et regretter ce truc-là et avoir un discours carré qui te détache profondément en assumant le fait d'être fait ronger le cerveau par ces fils de pute? Ou est-ce que tu mets ça sous le tapis? C'est la seule question qui se pose. Si t'assumes le fait que t'aurais jamais dû faire ça et que c'était une faute et que t'es carré par rapport à ça, ok. Mais les gens qui préfèrent mettre ça sous le tapis en disant « Oh, c'était il y a longtemps, je n'ai plus de lien avec ces gens-là », assumez le fait que vous vous êtes fait avoir par cette propagande. Sans ça, on n'accepte pas votre rédemption. Voilà, il y a un côté un petit peu comme ça. Et ceux qui sont RN actuellement, ils sont en mode genre « Oh, mais non ». Pourquoi? Parce qu'il y a eu des liens évidents à cette époque-là entre le RN et voilà. Là, on parle de 2013, hein, la quenelle, etc., etc. En 2009, pas si longtemps avant, Alain Soral était, encore une fois, je le redis, au comité central du RN. Donc voilà. Je veux dire, il y a des gens qui se sont fait avoir par tout ce délire de quenelle à un moment donné. C'est vrai. Mais à un moment donné, soit expliquez-vous concrètement, soit c'est pas clair. Voilà. Sur une autre photo, postée la même année sur son compte Facebook, il posait en imitant une personne asiatique, baguette en main. Contacté par Mediapart, Brice Bernard n'a pas retourné leur sollicitation, comme nombre de personnes citées dans cet article. Le parti n'a pas non plus vu de problème à désigner Nathalie Aubert pour conquérir la mairie de Colmar. Lors des dernières législatives, celle-ci avait été épinglée pour avoir publié en 2023, sur son propre compte Facebook, hein, c'était pas une page avec 20 000 posts dessus, un montage affichant la couverture de l'album Tintin au Congo, à côté d'une photo d'une embarcation de migrants noirs, légendée « Le Congo chez Tintin » et accompagnée d'un emoji hilar. Ah ouais. Un peu raciste, ça, non? Je trouve ça un peu raciste, hein. Sachant que Tintin au Congo, c'est littéralement un ouvrage colonial. C'est un truc de propagande coloniale de l'époque du Congo belge, quoi. À l'époque où le Congo belge était la propriété personnelle du roi Léopold II. Il y avait peut-être déjà plus Léopold II à l'époque, remarque. Mais bref, ce Congo belge-là. Donc c'est full raciste. Et c'est full raciste. L'imagerie utilisée, c'est l'imagerie raciste coloniale archi-classique. Et ça, en plus, était dessiné et construit et pensé comme de la propagande coloniale du Congo belge. Littéralement. Littéralement. Oui, c'est full raciste. Hein, c'est full raciste. Pourquoi je dis un peu? Je dis un peu? Non, c'est full raciste. C'est full raciste. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça a été publié dans un truc qui s'appelait Le Petit 20e. Le Petit 20e, à l'époque, c'était publié dans des journaux et à la fin, en noir et blanc. Puis à la fin, il faisait des BD. Déjà, la version qu'on connaît, nous, en couleur, il l'a écrite bien longtemps après.
Typiquement, parce que le mot qu'il utilisait pour dire les noirs à l'époque, c'était pas le mot noir, hein, c'était un autre mot qui commence par N, mais c'était pas celui-là. Et il y avait des trucs, genre la fameuse leçon de mathématiques, quand Tintin fait une leçon de maths à des enfants congolais, du coup, à la base, c'est pas une leçon de maths, c'est une leçon pour dire votre patrie, la Belgique. Et du coup, pourquoi j'ai parlé du complément du Petit 20e, c'est que le Petit 20e, c'était un petit peu le complément jeunesse d'un journal qui s'appelait le 20e siècle. Et le 20e siècle, c'était un journal de la droite conservatrice coloniale belge, quoi. Vous voyez, Hergé, c'était pas juste, parfois on dit, c'était un témoin de son époque, oui, cette œuvre était raciste, mais tout le monde était raciste à l'époque. Non, 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 non. Hergé, proactivement, a fait de la propagande du Congo belge, de la propagande coloniale, parce qu'il était associé à un titre de presse nationaliste et colonial qui s'appelait le 20e siècle. De la même manière qu'il a collaboré. Il a collaboré pendant la guerre, Hergé. Il a écrit un album qui s'appelait L'Étoile mystérieuse. Moi, c'est un de mes albums préférés pour le coup de Tintin. Malgré ça, hein, parce que moi, il faut savoir, je suis un fan de Tintin malgré tout ce que je viens de dire, parce que une fois que tu sais ça, c'est une chose, mais bon, moi j'ai lu Tintin quand j'étais petit, c'est comme ça, quoi. Les vrais tintinophiles admettent que Hergé est une merde. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, Tintin, c'est devenu tellement un phénomène que ça a échappé aux simples mains d'Hergé, quoi. Maintenant, ça fait partie du patrimoine collectif de la bande dessinée et de la francophone, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je ne rejette pas Tintin. Moi, je suis un fan de Tintin, je vous le dis, parce que je lisais ça quand j'étais petit. Mais par contre, voilà, il faut être lucide sur le fait que c'était globalement une merde, Hergé, quand même, pour de vrai. Hein. Il a collaboré L'Étoile mystérieuse, ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors déjà, il a choisi de changer le journal pour lequel il publiait, Hergé. Il a accepté d'écrire Tintin pour un journal collaborationniste en Belgique, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il a été proactif là-dedans, dans la normalisation du régime nazi en Belgique, notamment en acceptant de publier pour un journal collaborationniste. Voilà. Et quand il a écrit L'Étoile mystérieuse, déjà l'étoile mystérieuse, l'étoile à 6 branches, on sait pas trop. Et bah le méchant, c'est un riche banquier. Il s'appelle, je me souviens plus, je crois qu'il s'appelle genre Monsieur Bollwinkel, un truc comme ça. Je crois que c'est ça son nom. Et du coup, c'est un riche banquier juif et avec une espèce de gros nez, de caricature juive des nazis, quoi. Vous voyez. Et dans la version qu'il a réécrite derrière, il a une petite rose comme ça sur sa veste. Et à la base, c'était pas une petite rose, c'était un espèce de petit pendentif qui ressemblait à une étoile de David. Voilà. Donc c'était littéralement une caricature antisémite, quoi. D'un riche banquier juif qui essaye de niquer Tintin, quoi. Donc, ouais. De la même manière que Tintin au Congo, c'est un ouvrage colonial et raciste. Absolument. Et bah, il a aussi fait des trucs qui étaient totalement antisémites. Voilà, donc fuck Hergé, mais moi je trouve que Tintin lui a échappé totalement. Donc on peut être fan de Tintin en disant nique Hergé tous les jours. De la même manière qu'on peut être fan de Harry Potter parce que c'est toute notre enfance et dire J.K. Rowling pétasse, quoi. Voilà. C'est à peu près pareil. À un moment donné, quand une œuvre devient suffisamment grosse, elle finit par échapper aux mains de son créateur. Et Tintin, c'est ça, quoi. Oui, comme Lovecraft à ce moment-là, exactement. Comme Lovecraft qui était un zinzin antisémite aussi, quoi. Voilà. C'est bien Monsieur Bollwinkel son nom, ouais, c'est ça. Je connais mes trucs. D'accord, allez, on continue. Je devais pas trop partir en tunnel, mais là, le point Tintin est pareil, ça c'est un truc que je connais un peu bien. Allez, on reprend. On était où? Donc oui, le Congo chez Tintin. À Orléans, dans le Loiret, Anthony Zeller n'a pas été trop pénalisé par les révélations de la presse sur ses posts racistes. En 2022, il commentait « C'est où ? En Afrique ?» en réponse à une photo postée par la députée insoumise Mathilde Panot depuis sa circonscription de Seine-Saint-Denis. Questionné par Mediapart en 2024, il avait répondu qu'il regrettait une plaisanterie de très mauvais goût. Candidat malheureux aux législatives de 2024, Anthony Zeller, qui est également collaborateur du député RN Thomas Ménager, c'est un des porte-parole du groupe parlementaire RN, si je dis pas de bêtises, et délégué départemental du Loiret pour le parti d'extrême droite, sera donc numéro 2 sur la liste conduite par Tiffany Rabault à Orléans, selon la République du Centre. En qualité de délégué départemental, il était, en principe, chargé de sélectionner les candidats et candidates et d'écarter les fameuses brebis galeuses sur son territoire. On a aussi Christian Pérez, qui a lui aussi lancé sa campagne municipale, du côté cette fois-ci de Concarneau, dans le Finistère. Candidat à la députation dans le même département, sous les couleurs du RN en 2024, l'homme multiplie les propos racistes sur Facebook en 2022. Sur Facebook. En 2022, il écrivait à propos de l'équipe de France de football: « J'ai cru voir des clandestins repartir chez eux. Et paf, c'était que la pseudo-équipe de France qui partait au Qatar. Waouh !» Il a même pas dit des Africains, il a même pas dit il y a trop de noirs dans l'équipe de France comme disent les racistes depuis des années. Non, il a dit c'est quoi ça, c'est des clandos. il est au niveau au-dessus de dire il y a trop de noirs dans l'équipe de France, quoi. Le niveau de racisme, hein. Le niveau de racisme, c'est très grave. Je rigole mais c'est nerveux, c'est juste que ah ouais ok d'accord. C'est même pas en mode il est encore un cran au-dessus, je la connaissais pas celle-là, quoi. Les clandos de l'équipe de France, c'est super. Respecte l'équipe de France, hein. On a gagné en 2018. Hein, c'était pas grâce aux Blancs de la France, hein. Donc respecte un peu. Voilà. Ce sont des Français.
Vive notre... La France Black Blamber, merde. Normalement, la France Black Blamber. L'esprit de la Coupe du Monde 98, c'est censé être le niveau 1. Le niveau 0,5 de l'antiracisme, etc., etc. C'est un discours bêtement moral qui consiste à dire « on se tient tous la main ». Ouais, malgré nos différences de couleur de peau, nous sommes tous les mêmes et nous sommes tous français. Vive la... à bas le racisme. C'est vraiment le niveau 0 de la lutte antiraciste. C'est de l'antiracisme moral, basique de chez basique. Mais vaut mieux ça que rien du tout. Hein. En vérité, vaut mieux ça que rien du tout. Mais là, même eux, pour ça, c'est déjà trop, quoi. Même eux, pour ça, c'est déjà trop. C'est déjà quasiment de l'islamo-wokisme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Rendez-nous ce grand élan de la France Black Blamber, Zidane 98, je sais pas. C'est fatigant. Ok. Toujours sur les réseaux sociaux, le candidat se vantait également de distribuer au Resto du Cœur des denrées contenant du porc, en affirmant en 2019 « Je n'ai rien contre la chasse et ne supporte pas les attaques contre ces traditions. Je n'ai juste plus envie de la pratiquer. Je rêve d'une autre chasse impossible à nommer ici. » Suivi d'un emoji clin d'œil. Ah, le mec fait des blagues sur j'aimerais bien faire des chasses à l'homme, mais je peux pas les faire pour de vrai. Moi, c'est l'arabe que j'aurais bien chassé au lieu de chasser les sangliers. C'est... Ah, c'est très grave. Hein. Je l'avais pas vu venir celle-là. Ah oui. Ah oui, déjà j'étais étonné en mode genre, ah oui, il a encore un cran de racisme plus haut que les racistes habituels sur l'équipe de France. Mais là, c'est en mode genre, et ce gars-là a lancé la campagne municipale à Concarneau dans le Finistère. Hein. Ah, les brebis galeuses, hein. Elles sont vraiment très très galeuses ces brebis. Hein. Quelle horreur. Le passé de Christian Pérez est plus radical encore. En 2011, il apparaissait sur une photo d'une réunion de jeunes nations. Site d'information nationaliste, proche du groupuscule ultranationaliste, l'œuvre française. L'homme posé aux côtés des militants négationnistes et antisémites Yvan Benedetti, Vincent Renoir et Jérôme Bourbon. Jérôme Bourbon, on en parlait tout à l'heure. La vidéo qu'on a regardée sans le son, parce que j'en ai marre de l'écouter, là, avec le mec qui fait son morceau de con à la guitare en faisant des blagues sur les camps de concentration. Il le jouait pour Jérôme Bourbon, rédac-chef de Rivarol, journal ouvertement antisémite, quoi. Voilà. Donc là, ça rejoint totalement l'article qu'on a lu juste avant. Le 20 novembre, Ouest France présentait encore l'intéressé comme le candidat du RN à Concarneau. Confronté aux écrits passés de Christian Pérez, le directeur de campagne du parti, Julien Sanchez, a indiqué à Mediapart que celui-ci s'était vu refuser l'investiture du RN. Donc à la place, ils ont mis le gars qui veut faire des chasses à l'homme, qu'on a marre de chasser le sanglier, qui veut chasser des Noirs et des Arabes. Pour remplacer Christian Pérez. Oh, ce mec-là était un peu trop nazi, du coup on a mis un autre nazi. Enfin, je crois, mais wesh, vous foutez de la gueule du monde. Ils n'ont même pas de remplaçant dans le Finistère. Les seuls potentiels candidats, c'est tous des nazis, quoi. Genre. Le candidat, lui, n'a pas démenti son rattachement au RN lorsque nous l'avons questionné. Il s'en est tenu à nous accuser de vouloir reproduire les attaques dont il a été victime en 2024 par Mediapart et Street Press, deux structures islamo-gauchistes, MDR, et qui ne l'ont pas empêché de gagner 5 points entre les deux tours. Le RN n'a pas souhaité préciser à Mediapart si un autre candidat serait investi par le parti. Oh, les islamo-gauchistes de Mediapart, hein. Oui, en plus, ils sont complètement cons. Entre parenthèses, de structures islamo-gauchistes. C'est pas sérieux de dire ça quand tu réponds à un titre de presse un peu sérieux comme Mediapart. Mediapart a fait tomber un ancien président de la République, en fait. Donc quand vous répondez à ça comme si c'était je sais pas quel débile qui vous contactait, je pense pas que sur le long terme ça va rentrer là-dedans, quoi. Ça va pas vous jouer des tours, quoi. Tête de liste du RN à Beaune, en Côte d'Or, René Lioret. En plus, Beaune, moi j'aime vraiment bien cette ville, j'aime bien la Côte d'Or, j'aime bien la Bourgogne, voilà. René Lioret s'est lui aussi distingué pour son racisme décomplexé. En octobre 2022, il réagissait sur X, anciennement Twitter, à la diffusion d'images d'un passage à tabac d'un jeune handicapé par d'autres adolescents. Les racailles africaines, c'est toujours à 3 ou 4 contre 1, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ce retraité de l'industrie pharmaceutique a depuis supprimé ce post, tout comme celui dans lequel il réagissait en juin 2023 à une publication sur le prétendu massacre d'un chameau en Afrique avec ces mots. « Aucun doute n'est possible, nous avons bien affaire à des barbares. Si l'UE compte sur ça pour repeupler le vieux continent ?» Bon, on va juste lire, ça se passe de commentaires, vous avez entendu la même chose que moi. Quelques mois plus tard, en octobre 2023, sur Facebook encore, il voyait dans la prolifération des punaises de lit la conséquence des arrivées massives de tous les pays d'Afrique. Des propos qui ne l'ont pas empêché d'être élu député en juillet 2024, ni d'être aujourd'hui investi par le RN au municipal à Beaune. Donc là, on voit la déshumanisation, la réification, l'animalisation de leur adversaire politique, et même pas juste de leur adversaire politique, des Africains, quoi. Des Africains. Il dit ça. C'est barbare, il les appelle ça. C'est déshumanisant. Il est en mode les punaises de lit, c'est à cause de ces crasseux d'Africains qui viennent par milliers.
Alors, cette histoire de punaise de lit, ça a été démontré entre temps que c'était aussi de la désinformation russe et de la déstabilisation russe, figurez-vous. Et bah, ça a marché. Encore une fois, l'extrême droite et la droite, et on en parlera, ça sera notre sujet suivant, ils nous font ne pas faire le jeu de Daesh et de la déstabilisation de Poutine challenge. Hein. Niveau impossible. Chaque fois, ils y vont à fond. Hein. Ils y vont à fond. Parce que leur objectif, c'est de remuer la merde, en fait. De remuer la merde en étant raciste. Voilà. On en parle juste après de ça, mais je ferai une petite pause parce que là, c'est rude. Le candidat investi par le parti d'extrême droite à Albi. Très belle ville, Albi, pareil. J'adore Albi, la ville, elle est incroyable, elle est trop belle, avec la plus grande cathédrale en briques d'Europe. On se croirait à Port-Réal. Moi, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai trop accroché à la ville d'Albi quand j'ai visité il y a un an avec Germaine. J'aime trop, quoi. C'est horrible, quoi. Beaune et Albi, c'est deux villes que j'aime bien en tant que touriste. C'est vraiment deux villes que je trouve très belles. J'aime beaucoup ces deux villes. Et au final, ils foutent des espèces de nazis à la. Bientôt, ça se trouve, ça sera des putains de nazis du RN à la mairie de ces villes-là. Oh, ça me déprime. Honnêtement, ça me déprime. Honnêtement, ça me déprime. Donc, le candidat investi par le parti d'extrême droite à Albi, Frédéric Cabrolier, est le père d'un des leaders du Patria Albiges, un groupuscule identitaire violent dont il soutient le combat. Lorsque son fils a été poursuivi pour provocation à la haine raciale et condamné en première instance en décembre 2023, l'ancien député avait notamment dénoncé en sa qualité parlementaire une procédure politique. Déjà, généralement, quand t'es un truc marqué à droite et que ton nom est en latin, c'est un immense red flag. Généralement, vous êtes vraiment des suprémacistes blancs totalement... Ouais. Albi, c'est Yann tout court aussi. Ah ouais, Yann, il vient de Albi. J'aime trop, je le connais pas hyper bien ce qu'il fait, mais Yann Bouvier, Yann tout court, j'aime trop. Je trouve que le gars est genre le contenu qu'il fait sur YouTube, c'est un excellent YouTuber dans sa manière de parler, c'est un excellent vulgarisateur, un excellent YouTuber histoire, et en plus il a l'air trop basé, et il n'hésite pas à avoir des prises de parole politiques dans ses temps troublés, et force à lui. Hein, voilà. Yann tout court qu'on salue, je sais pas s'il vient d'Albi du coup, mais j'adore ce gars. Vraiment, j'adore ce gars. Je trouve qu'il fait un excellent travail. Ça fait du bien d'avoir des gars comme ça sur Internet, quoi. Il a bien enchaîné Macron en live. Il stream, Yann. Je l'ai jamais vu sur Twitch. Moi, je le connais un peu de loin sur YouTube, mais Yann Tougot. Non, franchement, vraiment, j'adore. Moi, j'adore. Il est sur Twitch, du coup le youtubeur, là, restez sur YouTube. C'est bon, choisissez ou non. Non, il était face à lui dans une vidéo. Ok, c'est dans une conf. D'accord. Ça marche. Bon, ok, allez, on reprend. À Toulouse, en Haute-Garonne, la liste est longue. Hein. Leurs brebis galeuses, effectivement, il y en a quand même beaucoup. Hein. La tête de liste du RN, Julien Léonardelli, défendait en 2018 les maraudes identitaires consistant à distribuer du porc au SDF. C'est comme pendant la guerre. Les Français qui avaient faim ne réfléchissaient pas si c'était du lapin ou du chat. Se justifiait-il auprès de la Dépêche, feignant ne pas comprendre le fondement islamophobe de cette opération. Cimer. Et puis allez donc en parler aux éleveurs qui manifestent à Montauban. En France aujourd'hui, il ne faut plus consommer de porc. Non mais ça va, on en mange encore pas mal du porc. Moi, je suis une traite d'islamo-gauchiste, d'immi, soumis à l'islamisme. J'adore le porc. Enfin, genre, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ils sont complètement cons. Ils vivent dans leur imagination, ces gens-là. Hein. C'est pas pour rien qu'ils utilisent autant les IA. Hein. Ils vivent dans leur imagination à longueur de journée, quoi. Pensez à nos éleveurs porcins. L'islamisation de la France va tuer nos éleveurs porcins. Ça va. Vous savez quoi? Moi, si c'est pour lutter contre l'islamophobie et le racisme, je suis prêt à doubler ma consommation de porc. Il y a même pas de souci. Je m'en bats les couilles. C'est bon. Si c'est vraiment ça le problème, si vraiment le problème c'est la filière des agriculteurs porcins, ok, moi je veux bien manger plus de porc juste pour antiracisme. Il y a aucun souci. Si vraiment c'est ça le problème, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est des putains de races là. Voilà, c'est tout simplement. Aïe. Outre des propos racistes, certains et certaines candidats du RN au municipal se sont aussi illustrés par des sorties sexistes, ou allant à rebours des droits des femmes et des personnes LGBTQI+. C'est notamment le cas de Virginie Dorsan, qui conduira la liste du parti de Jordan Bardella à Fougères, en Ille-et-Vilaine, la ville de JDG, et qui considère que l'avortement est une régression sociale. En 2016, elle qualifiait de propagande idéologique abominable une campagne de prévention du sida à destination des homosexuels. Ouah, mais l'homophobie à l'ancienne, hein. Eh bien, rappelez-vous, quel homme politique à un moment donné a parlé des sidaïques en parlant des homosexuels dans les années 80, 90? Vous vous souvenez? Quel homme politique? C'était en mode genre, les homosexuels sont des sidaïques! Ces gens-là portent la peste! Oui, bah c'était Jean-Marie Le Pen, hein. Évidemment, effectivement. Tout ça est très cohérent finalement. Aïe. Patronne du RN dans l'Indre, Mylène Wunsch a annoncé qu'elle serait candidate à Châteauroux, sauf veto de son parti. En octobre 2022, l'intéressé avait publié sur Twitter le commentaire suivant à propos de la députée insoumise Danielle Obono. Quelle morue! Et je m'excuse pour les morues. Questionnée, ni Mylène Wunsch, ni le parti d'extrême droite n'ont indiqué si elle serait bien investie. Alors, je pensais que ça allait être raciste, et au final, c'est juste misogyne. Est-ce qu'on gagne au change?
Je fais une blague là-dessus parce que genre en vrai on lit tellement d'horreur, il faut bien souffler et décompresser quoi. Mais je veux dire, je m'attendais vraiment à un truc raciste. Quand une meuf du RN insulte Daniel Obono en étant uniquement misogyne et pas raciste, c'est plutôt qu'il s'améliore ou on en est là. Hein. On en est là. Bref. Dans tous les cas, Mylène Wunsch, va te faire foutre. Voilà, moi je le dis. Racisme ou misogynie, de toute façon, ça dégage. Hein. Candidat pour le RN à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, t'es dit. Non, en vrai, je dis ça parce que Daniel Obono, elle a subi du racisme ultra vénère, notamment il y avait Valeurs Actuelles qui avait fait. Ils faisaient tout un truc en mode genre, on imagine des personnes politiques à d'autres moments de l'histoire. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils ont écrit toute une espèce de fiction où ils imaginaient Daniel Obono en esclave. Et l'image d'illustration dans Valeurs Actuelles, je crois que c'était Valeurs Actuelles, c'était Daniel Obono, un dessin de Daniel Obono, de profil avec une chaîne autour du cou. Ils l'ont publié en mode genre, mais non, mais c'est un exercice de pensée pour dire que si on n'avait pas aboli l'esclavage, elle serait peut-être esclavage aujourd'hui. Merci la France. Genre, c'était lunaire. Vous vous souvenez de cette histoire? Vous vous souvenez bien? Je me trompe pas, c'était bien avec Daniel Obono. Je suis pas en train de confondre les femmes noires, rassurez-moi. Vous vous souvenez de cette histoire? Rassurez-moi, je viens pas d'avoir fait une immense dinguerie. Ou oui, c'est bien ça. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais confondu avec une autre femme noire. J'étais en mode genre, ah non, ça la fout mal. Vous vous souvenez pas de cette histoire? C'était il y a quelques années, c'était une dinguerie, vraiment. Daniel Obono. Valeurs Actuelles. C'était avant que Bolloré rachète tous les médias, mais il y avait Valeurs Actuelles déjà qui disait ça. C'était avant le rachat par Bolloré de tout ça. Mais il y a une plainte qui a été déposée et il y a eu une condamnation, je crois. C'était en 2020, c'était en août 2020, je m'en souviens très bien. Alors, je vous remonte parce que c'est une dinguerie quand même. Non, il n'y a pas les images. Daniel Obono dépeint en esclave à l'heure actuelle, condamné pour un jeu raciste. Bah voilà, évidemment. Oh, ça m'a fait sursauter. Ils ont été condamnés. Let's go, merci beaucoup Kevin pour ton raid. Venez, là on est en train de déglinguer les droitards. Là je suis dans mon arc, on déglingue le RN et tout ça. Hein. Il y a tellement d'articles et de trucs qui sont sortis sur le Rassemblement National, leur lien avec les pires néo-nazis de l'enfer, etc. Là cette semaine vraiment on va à fond là-dessus. Et après on aura un autre sujet, on parlera de l'instrumentalisation de l'antisémitisme par la Macronie et par tous les connards là, etc. Donc là gros sujet, assez dense, merci beaucoup Kevin pour le raid. J'ai vu que tu avais commenté mon reel là qu'on a publié hier soir. Bah voilà, venez, installez-vous pour ceux qui peut-être aussi qui ont vu mon reel qui commence à tourner fort sur les réseaux sociaux là, où je suis en mode Bardella, arrête de faire semblant d'être contre l'antisémitisme, etc. Là on finit de lire notre article et après on passe au sujet suivant, on va parler de l'attentat de Sydney et surtout de la récupération absolument abominable qui a été faite par tout un tas de gens, notamment notre ministre contre la discrimination Aurore Berger quoi. Voilà, donc c'est des sujets un petit peu lourds, on va essayer de quand même les appréhender, pas avec légèreté, mais voilà, en essayant de pas non plus péter un câble. Et après, pour finir, bien tranquillement, on aura une vidéo sur Miraculous Ladybug du camarade Bolchegeek pour l'humanité qu'on salue. Voilà. Merci beaucoup Kevin pour le raid. Merci beaucoup. On est beaucoup là encore. Il y a encore de la front page. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est une dinguerie. Tant mieux. Tant mieux. C'est bien voilà, d'avoir cette visibilité pour bien appuyer là où ça fait mal sur le RN. C'est cool. Je pense que ça sert pas à rien. Voilà. Et shout out bien sûr chez Kevin Razi, n'hésitez pas à aller le follow dès maintenant, vous connaissez Kevin Razi, il a une grande carrière avant Twitch, mais maintenant là en ce moment il stream beaucoup, il fait des matinales bientôt le matin, donc voilà, si vous connaissez Kevin Razi de longue date, n'hésitez pas à aller le follow pour voir ce qu'il fait sur Twitch, il parle de politique de manière très based, très marquée à gauche, contre l'extrême droite, le racisme et tout quoi. Donc voilà. Allez redécouvrir Kevin Razi sur Twitch à parler de politique, c'est très très cool. Merci, bah, merci à toi pour le raid. Allez, on continue. Donc là, on a lu un article sur les liens avérés entre Égalité et Réconciliation, le parti du nazi Alain Soral, et certaines personnes au Rassemblement National, notamment le bras droit, le directeur de cabinet de Jordan Bardella. Et là, on a enchaîné direct avec un article dans le même genre sur les fameuses brebis galeuses du RN. Hein. Vous savez, tous ces gens qui ont des espèces de dingueries racistes qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux et qu'ils essayent de gommer tout ça, et bah au final voilà. Maintenant tu dis nazi, oui là je redis nazi, mais ça dépend en fait, ça dépend. Nazi je peux l'utiliser comme une espèce d'insulte en disant c'est des gros nazis, et à côté quand j'essaye de définir précisément une idéologie à l'extrême droite, j'essaye d'être carré le plus possible en disant c'est plus quasiment nazi, mais ça dépend comment je l'utilise. Nazi je peux l'utiliser comme facho, comme une insulte, comme une interjection. Donc là, quand je dis c'est des nazis, je dis c'est des nazis. Mais si j'essaie de qualifier précisément l'idéologie d'un groupuscule d'extrême droite, il y a plein de variations différentes. Et on a que je traite de nazis, c'est pas à proprement parler des néo-nazis. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une ambivalence autour de l'utilisation du terme nazi. De la même manière que si j'utilise le terme fasciste,
Si on parle vraiment de classification idéologique de l'extrême droite, le terme fasciste, j'essaie de l'utiliser à bon escient. Facho, j'utilise comme une insulte. Voilà, c'est pour dire t'es un facho, t'es un nazi. Pour moi, c'est pareil, c'est de l'interjection, vous voyez, c'est de l'insulte. Si j'essaie d'utiliser le terme pour essayer de décrire vraiment l'idéologie d'un groupe, là, je vais l'utiliser avec plus de précaution pour essayer d'être carré, quoi. Voilà, c'est tout. Mais oui, tout ça, c'est des putains de nazis, ouais, moi je le dis sans souci. Voilà. Bref, on en était où ? Donc oui, voilà, pour les municipales qui arrivent, en fait, ils ont encore tout un tas de brebis galeuses, ces fameuses brebis galeuses. On a trouvé des gens qui ont dit des zinzineries. Un mec a parlé de vouloir faire des chasses à l'homme en disant la chasse, j'aime bien, mais moi, c'est d'autres types de chasses que j'aimerais bien faire. Sous-entendu, les Noirs et les Arabes, quoi. Donc des immenses dingueries de gens qui sont tête de liste pour certaines villes, quoi. Voilà. Notamment le tête de liste RN pour la mairie de Toulouse a fait des trucs en mode genre on va distribuer du porc au SDF, comme ça les musulmans ils pourront pas manger. C'est ce genre d'infamie, quoi. Voilà. Et il y en a plein des casseroles, il y en a des dizaines comme ça. Des dizaines. Donc c'est pas des casseroles. Ça fait système. C'est que c'est un parti de gros racistes, tout simplement. Merci Godivori pour ton prime. Allez, on finit l'article. Il est bientôt terminé. Et après, on passera à notre sujet suivant. Je vais faire une mini pause avant pour souffler un peu parce que c'est des sujets quand même assez lourds. C'est quoi le nom de l'article ? C'est les brebis galeuses. Le RN réinvestit ses brebis galeuses. Je vous mets le lien, c'est un article de Mediapart. Pour changer, ils font quand même du très bon boulot sur tout ce qui est veille sur l'extrême droite et compagnie, quoi. Voilà, je vous ai mis le lien dans l'article. Et tout ça sera uploadé sur YouTube, etc. En replay pour ceux qui l'ont loupé et que ça intéresse. Ah oui, donc on en parlait de ça. Du coup, il y a quelqu'un, la Mylène Wunsch, qui a fait des insultes misogynes sur Daniel Obono. Et je rappelais qu'en 2020, Daniel Obono avait été victime d'un article absolument horrible et raciste de Valeurs Actuelles qu'il avait dépeint en tant qu'esclave dans une espèce de truc de politique fiction. Il y avait une illustration dans Valeurs Actuelles de Daniel Obono dessinée avec une chaîne autour du cou d'esclave, quoi. Genre. Et l'enfer, quoi. L'enfer. Voilà. Ok. Allez, autre brebis galeuse entre guillemets, candidat pour le RN à Ozoir-la-Ferrière, Teddy Robin multipliait ces dernières années le même genre d'invectives misogynes envers des adversaires politiques. Hystérique pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, hystérique la momone à destination d'une autre élue insoumise, ou encore bichette pour la ministre Aurore Berger. Alors nous on va un peu l'insulter Aurore Berger, enfin on va pas l'insulter, on va lui dire ses 4 vérités à Aurore Berger, mais en fait c'est très simple, on peut s'en prendre à Aurore Berger politiquement, dénoncer ses discours et être pas tendre avec elle, sans être misogyne en fait. Vous allez voir, hein, moi je vais lui dire, je vais pas être tendre avec elle, hein. Voilà, les noms d'oiseaux vont peut-être fuser, je vais pas être misogyne pour autant, c'est facile à faire en fait. Voilà, je vais en faire une démonstration juste après. Bichette, c'est miso, bah quand t'arrives et que tu parles à une femme politique et que tu dis ah bah alors Bichette, oui, bah ouais, c'est la ramener à sa condition de femme, alors qu'il n'y a pas besoin de ramener Aurore Berger à sa condition de femme pour la critiquer sur la base de ses déclarations politiques en fait. Voilà. C'est essentialisant, donc ouais. Et avec tout ce que infantilisant, essentialisant, donc oui. Dire allez, bichette quand t'es un homme et que tu parles d'une femme politique, oui, il y a évidemment un relent qui est plus qu'un relent misogyne. Hein. Voilà. Tu veux lui dire à momone, non, je vais rien dire du tout, vous allez voir, ça sera pas oppressif, je vais pas être. Voilà, je peux bien montrer qu'on peut s'en prendre vertement un adversaire politique sur la base des idées qu'il défend, sans tomber dans la misogynie en fait. Donc si vous l'avez fait, c'est que vous êtes misogyne, tout simplement. À Lyon, dans le Rhône, le parti a propulsé Tiffany Joncourt à la tête de sa liste, une candidate entretenant d'étroites relations avec la mouvance identitaire. Pour sa campagne victorieuse aux législatives de 2024, la députée RN s'était appuyée sur des militants et militantes issus des mouvements radicaux de l'extrême droite lyonnaise, comme l'avait documenté Street Press. Depuis 2015, elle est mariée à Maxime Gaucher, figure du milieu condamné pour violence sur une photographe et 2 policiers pendant la manif pour tous. Candidat soutenu. Moi, j'ai vu tellement de trucs que là, je continue à lire, j'arrive même plus à m'indigner sur tout, je lis. Candidat soutenu par le RN dans l'Aisne aux législatives de 2024, Philippe Thor, n'a pas sollicité l'investiture du parti pour tenter de briguer un 3e mandat à la tête de la petite commune de Berlancourt, 80 habitants. On ne me l'a pas proposé, et je n'en ai pas besoin, tout le monde connaît mon engagement, explique-t-il à Mediapart. Lui-même avait été épinglé en 2024, accusé par un employé municipal d'origine maghrébine de lui avoir asséné, alors que celui-ci rappelait à l'édile l'interdiction de tracter sur un marché « Je suis sur ma terre, je suis dans mon pays, je suis français, monsieur ». Au téléphone, Philippe Thor tient tout de même à insister sur le sursaut de professionnalisme du RN dans la sélection des candidats, qu'il promet avoir constaté pour les prochaines municipales, mais aussi pour les futures législatives. Ils assurent une sélection et une formation que je n'ai jamais eue, ni en 2022, ni en 2024, souligne-t-il. Bah, c'est bien beau de dire ça, mais quand tu vois le nombre de gens qui ont sorti des immenses dingueries racistes, d'appels à la haine, misogynes et antisémites il y a quelques
ces dernières années, quoi. Pas il y a 15 ou 20 ans, il y a 2 ou 3 ans pour beaucoup, force est de constater que leur processus de formation et de sélection, il pue la merde, il y a encore 10 000 brebis galeuses, donc c'est peut-être pas que c'est des brebis galeuses, c'est peut-être que vous êtes un putain de parti de racistes de merde. Voilà, le sursaut il a duré 2 minutes. Exactement. Donc bon, je pense qu'on en a dit assez. Je pense que la VOD sera déjà super longue parce qu'on a lu 2 gros articles. Ah, j'en peux hup. En conclusion, je dirais que le RN, malgré son ravalement de façade, dès que tu creuses un peu, c'est toujours plein de soraliens, c'est toujours plein de sales misogynes de merde, toujours plein d'homophobes qui parlent des gays comme étant des sidaïques, c'est toujours rempli de gros antisémites de merde et de gros fachlas et de gros nazis parce que c'est un parti de gros nazis. Voilà, si vous voulez utiliser cette VOD, cette vidéo, pour tenter de le démontrer à certains de vos camarades ou quoi que ce soit, abonnez-vous et faites tourner. On est là pour ça. Fuck le RN.